Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur quelques minutes après minuit. Première table ronde de cette année 2017. Est-ce qu'on souhaite une bonne année? Parce que moi j'ai toujours dans l'idée qu'il y a un mec en plein mois d'août qui tombe sur cette vidéo et qui se dit mais pourquoi? Enfin, c'est toujours l'impression que j'ai. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne année à tous, Bonne pleine de année. bons films. Et on va commencer avec quelques minutes après minuit qui me semble être un signe plutôt positif de cette année qui nous arrive. Je vais pas en parler tout seul, je vais éviter de meubler comme je suis en train de le faire et je vais vous présenter les personnes qui vont aujourd'hui discuter autour de la table ronde de ce film de Juan Antonio Bayona. Je l'ai bien dit les gars, c'est Sí, ça? Voilà. sí, muy bien. Si, si. Troisième film de ce réalisateur espagnol, on va pouvoir en parler ensemble, avec Louis, El Driverino. Comment vas-tu, Louis? Hola, ¿qué tal? Ça va très bien. Alors Louis, avant d'attaquer tout ça, Louis, Oui. tu montes un peu dans le game du blog de cinéma. Parle-nous-en un petit peu, s'il te plaît. Bien, je suis rédacteur sur le merveilleux blog du Daily Mars, blog créé par Monsieur Philippe Gage que je salue. Et c'est un blog culture donc qui parle de cinéma, de séries, aussi de jeux vidéo, de manga. Et donc du coup, ben, il y a pas mal d'articles originaux, pas mal de critiques, et vu que c'est très varié, je vous encourage à y aller. C'est plutôt intéressant. Je pense que ça peut vous plaire. C'est Donc très voilà. qualitatif, je confirme. Et d'ailleurs, tu as sorti un petit peu avant l'enregistrement de ce débat ton premier article sur le projet de film Batman autour de Ben Affleck. Tu as fait ton premier article Ouais, sur le sujet. C'est bien euh, ça? J'ai c'est bien bien, lu, j'ai bien appris ma leçon. c'est bien cela. Et j'ai pu enchaîner avec quelques petits comptes rendus de palmarès tels que le Golden Globe ou encore des annonces de films. Donc on essaye de se bouger pour rattraper les vieux rédacteurs, comme on dit. Voilà. C'est bien, c'est plutôt formateur. En tout cas, voilà. Voilà. Bah, félicitations pour ce premier article et pour le Daily Mars parce que c'est un site plutôt qualitatif. Je le conseille vivement aussi à mon niveau. Mais merci beaucoup. Maxime, ah, il veut pas me dire Ah, bon, bonjour. bah non. Maxime, Maxime, tu es là? Ah bah en fait je t'avais pas entendu mais Ah, alors, Ah. il est déjà parti, on a à peine commencé. Comment il va, Maxime? Tu es toujours en 2016, j'ai l'impression. Tu es avec nous en 2017, c'est bon? non, t'inquiète OP et puis bon, commencer avec un aussi bon film que quelqu'un d'après minuit, ça fait plaisir. On est d'accord, on est d'accord. Et Liam, salut Liam. Salut. Alors Liam, il est tout gentil, tout mignon, toujours très agréable, toujours enjoué, mais Merci. il plaisante pas ce monsieur. Si Liam, je te dis le chiffre 69, tu me réponds quoi? Je dis Un classement. érotique, un érotique, mais Aussi. non, 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 Bon, parle-nous un peu de j'essaie de ne ça. pas faire de blagues de cul. Ah, vas-y. Apparemment, donc, selon un classement récent, le site Le Coin Télécritique Ciné est arrivé 69e bloc cinéma le plus influent en France. Et donc, il y a le plus de présence sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui est quand même un sacré honneur pour nous. Bah, On espère bravo qu'on les va gars. monter un petit peu plus haut, mais déjà être 69, J'ai limite, moi, j'aurais envie de rester à cette place, je te jure. Bon, quoi, je vous souhaite encore plus de succès, hein, les gars. 69, c'est classe, vraiment. mais en Bah, plus, on doit félicitations à encore faire l'équipe. d'autres trucs, donc Bien sûr, bien sûr. Félicitations à votre équipe, en tout cas, bravo. merci. Alors, on a fait un peu tout ce qui est cirage de pompe, suçage de bits, je vais y arriver. On va attaquer Oui. plutôt sur notre film du jour, si vous êtes d'accord. Alors, quelques minutes après minuit, on va refaire notre tour de table dans le même ordre. Louis, qu'as-tu pensé de ce film de Bayona? C'est difficile à synthétiser parce que je dois dire un truc basique. Pour moi, c'est vraiment la grosse claque de début d'année. Euh, Juan Antonio Bayona, c'est un réalisateur qui était déjà dans mes bays de réalisateurs avec L'Orphelinat et The Impossible, qui étaient tous deux des films qui m'avaient assez bouleversé. Et là, ben, encore plus avec quelques minutes après minuit, qui possède des thématiques qui m'ont complètement touché et retourné le cerveau, je dois dire. C'est-à-dire que ben,
tout ce qui parle du deuil, tout ce qui parle de la perte affective. C'est quelque chose qu'on a tous vécu plus ou moins fortement. Et donc, c'est force avec le traitement qui est jamais cliché, jamais larmoyant et jamais facile du réalisateur, on est forcément emporté. Et quand on est emporté, ben, on est obligé de pleurer à chaudes larmes et de saluer ben, la qualité du film et d'avouer ben, ses énormes qualités. Donc vraiment, foncez voir quelques minutes après minuit si ce n'est pas déjà fait. C'est quelque chose que vous ne regretterez pas. Très bien, Louis. Il est chaud, il est plein d'émotions là, Louis. Il va Alors là, bombarder. voilà. Là, j'ai les larmes qui coulent. Déjà. Oh là C'est là. fou. Maxime, à ton niveau. Et ben moi, Résumer un petit peu ton avis et après on développera, bien entendu. Ouais, ouais. Bah, pareil que Louis, moi, Bayona, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Et puis, bah, bien kiffé ses derniers films. À ce point-là, j'avais vraiment placé mes attentes vraiment très hautes et j'étais un peu déçu, mais en fait, c'est dur. C'est pour ça, ça va être intéressant cette table ronde, parce que ça va être dur ça va peut-être être ma problématique à moi, trouver pourquoi j'ai été déçu de ce film alors que il n'a pas vraiment de défaut. Parce que ce film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est excellent. Il y a dans mise en scène, on retrouve ce que fait Bayona, on retrouve sa petite patte artistique. Et donc ouais, c'est un film qui est très intéressant et qui, je pense, ben oui, c'est un film assez dense, donc il y aura de quoi parler dans cette table ronde. Oh oui, oui, oui. Je pense qu'il va nous donner matière à débattre et c'est cool que tu aies peut-être un avis un peu moins enjoué et c'est toujours sympa même d'avoir des avis qui sont pas du tout dans la majorité d'une table ronde pour pouvoir justement en discuter. Bah, nous aussi, à notre niveau, te dire pourquoi on a aimé, toi, pourquoi tu as aimé, mais ça va être super intéressant. Je suis content quand on a des avis un peu moins Ouais, aussi parce que les homogènes attentes autour d'une table ronde. que- Peut-être. c'est de précédents films, voilà quoi. Liam, à ton niveau, ton avis sur quelques minutes après minuit ou A Monster Call dans la version originale. Eh ben, ce film m'a mis en PLS. Vraiment, j'ai pas arrêté de pleurer pendant tout le film. C'est vraiment un excellent film, c'est vraiment une claque. J'ai parlé parce que ça m'a touché aussi bien d'un point de vue de spectateur simple, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus subjectif, au vu de choses que j'ai vécues assez récemment. Et c'est vraiment un grand film. J'ai en fait plein de phrases. J'ai déjà. Voilà. On a compris ton avis. Là, sur le coup, en termes d'émotion, on ressent déjà quelque chose. Voilà, je vais m'emballer pendant toute cette table ronde, je préviens déjà. Tu peux. Je pense que je vous rejoins sur la qualité de ce film. Moi, le cinéma, je suis pas quelqu'un qui a une culture extraordinaire, beaucoup de curiosité, mais j'ai pas la plus grande des cultures. J'y travaille en tout cas pour l'améliorer sans cesse. Mais ce que j'aime au cinéma, c'est les émotions, forcément. C'est une façon d'exprimer des émotions et de les ressentir. Un auteur qui s'exprime, une personne qui reçoit. Et putain, c'était totalement ça quelques minutes après minuit. Et pour vous dire, et j'ai un peu honte et je l'assume totalement parce que j'ai pas grand chose à rattraper, je n'ai pas vu les films de Bayona. C'est le premier que je vois de sa part. Je connais les films. Ça fait un moment que je me suis dit, il faut que je les voie. Et là, je vais vraiment les voir parce que si c'est ça dans les autres films, ou du moins quelque chose d'aussi entier, bien foutu, etc., bah putain, c'est magnifique, quoi. Donc, je vais être un peu le petit puceau en termes de Bayona autour de cette table. Mais putain, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Enfin, ouais, voilà, émotion, pleurs, depuis tout à l'heure, ouais, c'est ça, quelques minutes après minuit. Et j'en profite parce qu'on veut faire aussi quelque chose sur l'année 2017, notamment avec les personnes qui nous écoutent. Souvent, on sort une petite phrase du débat. Alors, une petite phrase marrante, une petite phrase qui résume assez bien la globalité du film. Et là, on voudrait essayer pour 2017, et c'est pour ça que j'ai besoin des personnes qui nous écoutent. C'est à vous de choisir la phrase qui, pour vous, résume assez bien le climat de la table ronde et le film. Vous le mettez en commentaire, on se fera un plaisir de vous citer sur la page Facebook quand on ressort la phrase du débat, parce qu'après tout, voilà, je parlais de transmettre et de recevoir. Ben nous, on transmet avec notre humilité notre avis sur un film. Hein. Ça peut être des purges, des sinistres purges, pour reprendre les termes de Liam, ou alors des petits chefs-d'œuvre comme ce quelques minutes après minuit. Ben justement, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire s'il y a une phrase dans le débat qui vous paraît, je vais y arriver,
symbolique du film et de l'ambiance générale du débat. Voilà, c'était un petit truc que je voulais caler parce qu'on veut vraiment faire participer vous, messieurs, merci encore, mais aussi les gens qui nous écoutent, que vous soyez de passage, que vous soyez des auditeurs réguliers. Si vous avez une petite phrase qui pour vous résume assez bien l'ambiance du débat à sa sortie, n'hésitez pas. Voilà, c'était encore une petite promotion. En attendant, moi je vous propose de passer sur un petit synopsis. Et Maxime, tiens, j'ai envie de t'entendre nous résumer, je suis désolé si c'est un cadeau un peu foireux, mais nous résumer un petit peu quelques minutes après minuit, je t'en prie. Enfin, nous faire le synopsis, on va dire plutôt. Ok, donc quelques minutes après minuit ou A Monster Calls dans son titre original, c'est l'histoire de Connor O'Malley, donc un jeune garçon qui doit en même temps affronter la maladie qui est en train de toucher sa mère et aussi le mauvais traitement qui est infligé par ses camarades de classe. Et donc, j'ai envie de dire, pour un peu s'échapper, ou peut-être un peu se questionner sur lui-même, il va rencontrer un monstre, plus ou moins vrai, ça on en parlera, et donc il va un peu découvrir des choses, et puis son monde à lui, mais en parallèle, et puis pour nous, et ça va être aussi un bon cocktail d'émotions. C'est Est-ce que ça vous convient comme synopsis? Il tease un peu, il dévoile pas trop, Maxime. très très bien. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Bon, en général, on pense que les personnes qui nous écoutent, et on leur conseille vivement, déjà de l'écouter en plusieurs fois, parce que c'est des sacrés morceaux, de l'écouter dans diverses activités, des plus honorifiques comme les moins avouables, et surtout d'avoir vu le film, ça nous paraît à peu près logique, parce qu'on spoil comme des malades, et on peut y aller. D'ailleurs, Maxime, développe, qu'as-tu pensé de cette histoire? Qu'as-tu pensé de quelques minutes après minuit dans sa construction narrative? Je t'en prie. Écoute, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que tu vois sur Allociné ou quoi, film fantastique, forcément, t'assimiles ça, je sais pas moi, aux films un peu de fantasy ou même la plupart des daubes qui sont sortis. Mais là, tu vois quand même que c'est Bayona et que, à l'image de ses précédents films, il essaye de te faire quelque chose d'émotionnellement fort qui essaye justement de te faire passer des messages et qui est riche en thématiques. Donc l'histoire, ouais, au niveau de sa narration, commence un peu par le petit point faible qui m'a déçu, c'est que certes, l'histoire est bien foutue, mais j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans, notamment le début qui est un peu long quand même. Après, je trouve que la fin est vraiment pas mal, mais notamment la mise en abîme des récits avec les petites séquences animées, ça m'a un peu, tu vois, ouais, d'un point de vue esthétique, elles sont magnifiques. Après, au niveau du contenu, ça m'a un peu surchargé, du coup, ça m'a un peu déconnecté de tout ça. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est justement le questionnement sur soi. Encore une fois, le développement de la relation mère-fille, où là, on voit vraiment Bayona, il adore nous sublimer l'amour d'une mère pour son enfant. Aussi montrer justement les questionnements psychologiques qu'un enfant peut avoir, comment il réagit face au deuil. Et je le dis, les thématiques de Bayona, c'est fou. Et là encore, je rebondis sur un petit défaut, peut-être surplus de thématiques. Parce que je pense que quelqu'un qui veut faire une analyse thématique de ce film, il peut y aller, parce qu'il y a un sacré morceau. Donc, est-ce que c'est un point faible, est-ce que c'est un point négatif ou un point positif? Ça, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai que, tu vois, de voir des films comme ça qui te proposent vraiment une démarche auteuriste et qui arrivent en même temps à te faire une proposition artistique et esthétique vraiment convaincante, moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est Bayona, moi, je lui dis merci parce que ce film, il m'a quand même transporté et tu ressors. C'est pas un film que tu oublies 2 secondes. 2 secondes après, On est d'accord. tu réfléchis pendant plusieurs jours et moi, c'est ce que j'aime surtout dans le cinéma. Est-ce que vous partagez cet avis, messieurs? Oui, même si pour moi, ce serait plus un... Je sais pas si tu veux parler, Louis. Je veux bien laisser la parole. Vas-y, y a aucun souci. Vas-y. Je me permets alors. Même si, pour moi, le surplus de thématiques, si c'est bien géré, quitte à mettre autant de thématiques, pourquoi pas. Et franchement, je trouve qu'il les cherche tous. Il cherche tous assez bien. Il sait comment gérer
une thématique qui est plus primaire. Ici, c'est donc la préparation au deuil, et le reste qui est représenté soit par l'abandon par le père, l'ouverture à sa grand-mère qui se comporte assez différemment, qui est plus stricte et un petit peu plus sévère, ou encore le traitement des enfants, qui n'est pas juste du on le tabasse parce qu'on ne l'apprécie pas, mais où tu comprends qu'il y a quelque chose un petit peu. Et c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié. L'histoire, il la raconte par le scénario, mais il la raconte aussi par le visuel. Juste la nature du monstre, notamment avec cette fin. Oh putain, cette fin. Tout ce que ça peut ouvrir de manière narrative et de manière tout ce que tu peux comprendre avec ça. Et juste ces petits détails comme la photo de Liam Neeson en grand-père qui te fait comprendre un petit peu la nature du monstre aussi envers la mère. Bref, je trouve que c'est très bien géré et je trouve aussi que c'est comme ça que devraient être tous les films familiaux. On traite l'enfant, mais pas comme un gamin. C'est vraiment un film familial, mais qui n'est pas puéril, qui apporte des thèmes qui sont assez lourds, mais il apporte de manière assez juste. Tout ça avec une écriture de conte qui fonctionne énormément pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, genre, il y a beaucoup de thématiques, hein, c'est clair. Hein, faut chercher du côté de l'enfance, du passage, de la perte de l'innocence, du passage à l'âge adulte, des thématiques du conte, en même temps le deuil, la perte affective. Voilà, mais en même temps, c'est toujours très bien géré parce que Bayona, il a la bonne idée. Parce que je pense que c'est une bonne idée, de faire des phases ou des parties, entre guillemets, dans son récit et dans les thématiques qu'il veut aborder, avec l'idée de contes animés au sein du film, dont j'avais absolument pas l'existence et qui m'ont vraiment surpris. Je ne savais pas non plus que c'était l'adaptation d'un livre, donc je pense que je vais m'y Oui, on ne plonger. l'a pas précisé, Voilà, effectivement. c'est On ne l'a l'adaptation pas d'un précisé. livre. Et en fait, je trouve que Bayona, vu en fait, il fait plusieurs segments thématiques, ça fait un rythme qui est vraiment parfaitement géré. Et du coup, en fait, chaque morceau est à sa place. Et ça permet en fait une bonne répartition au niveau des seconds rôles, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression d'un énorme premier rôle avec l'enfant, et en même temps d'autres seconds rôles qui gravitent autour de lui, et qui en fait, à intervalles réguliers, vont devoir intervenir pour essayer en fait de le faire grandir, ou justement les interactions vont essayer de le faire grandir. Mais voilà, vu que c'est segmenté et c'est très bien agencé, je trouve qu'en fait c'est un message simple, mais qui au final est extrêmement bien traité, donc qui rentre parfaitement dans l'esprit du spectateur et qui le marque complètement, avec comme tu disais une fin absolument bouleversante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot, oui. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier. Et donc, du coup, moi, je me suis pas ennuyé aussi une seule seconde. C'est un peu le risque, généralement, de ce genre de drame, qui parfois tourne à la facilité. Et là, c'est jamais le cas. Donc, en fait, c'est plutôt aussi divertissant, en fait, concrètement. Donc, chapeau, monsieur Patrick Ness, scénariste, et monsieur Bayona, auteur. Mais Oui, surtout oui, que, effectivement, chapeau. Oui, vas-y, Liam, pardon. surtout qu'il apporte les thèmes lourds, mais c'est vrai que c'est émotif, mais ce n'est pas larmoyant. Oui. Il n'y a pas de C'est pathos. Non, Voilà, c'est pas juste tu tires l'arme pour faire pleurer dans les chaumières, Mhm. mais On n'est pas dans la surémotion ou c'est dans la ça, quoi. sous-émotion. Il y a vraiment une constante, Voilà. une fluidité dans la façon de narrer, comme tu disais, Louis, avec ce côté. Parce qu'au final, c'est une histoire qu'on nous raconte, et à l'intérieur de cette histoire, C'est ça. on Ouais. a un monstre qui raconte 3 histoires pour amener l'enfant en difficulté à raconter son histoire, c'est-à-dire la réalité, la souffrance de sa mère, Ouais. la perte de celle-ci, parce qu'on sait très bien que, et lui-même le sait, et on est dans le non-dit, dans le faux semblant autour de sa famille, etc., etc. Et ça, je suis désolé, dans nos sociétés actuelles occidentales, on a un rapport à la mort qui est vraiment dans le faux semblant, dans l'hypocrisie. Oui, On évite ce exactement. sujet, on est très mal face à ça, et c'est normal, et c'est pas le cas dans toutes les cultures. Il y en a pour qui la mort est une apothéose de la vie, et c'est même à ce moment-là que la vie devient intéressante, si on peut l'exprimer Ouais. ainsi. Et Oui, justement, tu vois, vas-y, vas-y. le fait d'un peu aborder cette question, est-ce qu'on peut tout dire aux enfants?
est-ce que finalement, il vaudrait pas des fois mieux leur dire la vérité que de leur cacher des Je suis d'accord. choses et que ça pourrait leur faire plus de mal? Par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'avais eu un film Captain Fantastic qui est lui Ah aussi oui. absolument sublime. Bien sûr, c'est pas du tout le même Oui, registre, c'est un autre délire, hein, mais qui mais va aussi vraiment poser ce questionnement et montrer un peu aussi le ridicule de cette société. Et Bayona, l'hypocrisie, tout ça, oui. Bayona, ce qu'il montre dans ces 3 films, toi Anthony, tu as peut-être pas vu que celui-là, mais dans Impossible et dans Orphelinat, c'est aussi justement la quête de la maturité chez l'enfant et aussi à chaque fois le rapport à la mère. Est-ce qu'il faut forcément mentir aux enfants et finalement, est-ce qu'il ne comprend pas par lui-même? Dans l'orphelinat, c'est tout à fait ça. On voit que la mère elle essaie de cacher des choses à son enfant, mais que lui, il n'est pas totalement con non plus, et puis qu'il est capable de comprendre des choses. Bien sûr. Et justement, tu vois, c'est des questions qui, mine de On s'est rien, tous sont posé ces questions, d'actualité. messieurs, je pense. L'éducation, Euh, l'exercice. Bien sûr, on s'est tous posé ces questions, notre rapport à notre mortalité, à la mortalité des autres, parce que moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que la souffrance de la mère, tu la ressens, c'est bouleversant, bien sûr, tu la vois dépérir totalement dans le film, c'est très joli dans la conception de la voir vraiment, Felicity Jones, magnifique actrice, très belle femme, et que tu la vois vraiment de enfin, pas se décomposer, mais vous m'avez se détruire Oui, bah oui. physiquement, la maladie Ouais. prend le pas sur elle. Et face à ça aussi, on oublie souvent dans la souffrance, c'est que, et c'est des thèmes putain de durs en fait quand j'y repense, c'est de se dire comment les gens souffrent aussi à côté de toi et comment presque ils en sont soulagés de l'accepter et de voir partir la personne. Ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est extrêmement dur. Et je pense que nous tous et les gens qui nous écoutent, on a été confrontés, ou on le sera malheureusement, c'est l'histoire de la vie, comme on dirait dans le Roi Lion, mais vous m'avez compris, quoi. C'est une fatalité. Voilà le mot. La fatalité, l'acceptation de celle-ci. On parle d'injustice dans le film. L'injustice de la vie, on la connaît, on la connaîtra tous. On va très mal la gérer, elle va nous traumatiser, mais on n'aura pas le choix. Le lendemain, il fera jour, il faudra avancer jusqu'à que ce soit notre tour de partir. C'est juste magnifique de l'aborder sous la forme d'un conte. Et j'ai même tendance à dire que c'est même pas un conte pour les enfants, parce que je trouve que c'est très dur. Je Pas du pense tout, même que c'est un conte pour, ben voilà, moi j'ai Ado, ouais, j'ai à partir de 2 jeunes adultes. j'ai 32 ans, ben c'est un conte pour un mec qui a 32 ans, comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi. C'est des contes qui sont faits pour vous, adultes, vous qui prenez conscience de votre propre mortalité. Quand j'avais 10 balais, j'avais pas conscience qu'un jour j'allais partir, tu vois. Mm. Tu le sais, Moi, tu fantasmes, tu l'inventes, tu n'as pas conscience de ça. Pour toi, tes parents sont immortels, ta famille, elle est immortelle. Enfin, tu te dis, j'ai un boulevard devant moi, ça va durer des. Tu mesures pas le temps de la même façon, tu vois. En mais je trouve grandissant, pour ma part- oui, vas-y. Non, non, toi t'as peur, toi t'as peur. Je Je disais, te en laisse terminer. grandissant, forcément, on n'a pas la même perception du temps, de la mort, de notre relation à ça. Il y a des choses bouleversantes. Je me mets à la place de Sigourney Weaver, donc la mamie du héros, qui voit sa fille partir. C'est pas logique. Tes parents partent avant toi, pas tes enfants. On a tendance à se focaliser beaucoup sur le petit, c'est normal. C'est le héros, on s'identifie à lui, forcément. Putain, la mère, elle perd sa fille, alors que c'est elle qui doit partir avant elle, c'est logique. En plus, il y a un côté un peu. On sait pas. Enfin, Liam Neeson serait son mari, donc il est plus là. Pourquoi? On le sait pas, on nous le dit pas. Il y a quand même du non-dit, il y a une petite part de mystère pour qu'on développe un peu notre imaginaire, qu'on renforce nos émotions. C'est d'une habileté en termes de narration, de petits détails, de sujets. Et encore, je pense que j'ai capté un dixième, un centième de ce qu'il y a dans ce film. Waouh! Je me dis en 2 heures, arriver à concentrer ça sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le trop plein d'émotions ou la sous-émotion, waouh, magnifique, quoi. Enfin, je m'exprime mal et je pense qu'il y a 2 personnes qui en ont très bien parlé. Je pense que vous écoutez aussi les gars, le No Ciné on a donc Rafik Djoumi et Dahan, donc 2 critiques exceptionnelles. Si c'est pas dans le top 3 français, c'est un truc de fou, quoi. Qui te Nos parle de ciné ce film, ça dure on une salue. vingtaine, voilà, une vingtaine de minutes dans nos ciné. Ils le font sans vous manquer de respect, les gars, hein, 10 fois mieux que nous, mais c'est normal parce que c'est des mecs qui ont une certaine expérience, un certain vocabulaire. Et autant qu'on les écoute pour apprendre, c'est juste magnifique. Et ouais, psychologiquement, il y a tellement de choses. Je pense que tu peux en reparler avec chaque personne de ta famille ou des amis ou nous. On n'aura pas tous la même perception, le même avis, mais on en ressortira quelque chose de très personnel, je pense.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Et tu as soulevé un point qui est, selon moi, vraiment important, c'est le fait que, bah, en final, la souffrance est tellement grande que tu es presque soulagé de voir la personne partir. Et il y avait même j'ai l'impression que cette thématique-là était abordée. Genre, en fait, limite, sa peur à lui était tellement grande à Connor dans le film qu'en fait, Mhm. bah, il a juste envie que tout s'arrête et il préfère limite voir sa mère partir. C'est ce qui lui fait peur, hein, de préférer voir sa mère partir maintenant plutôt que de la voir, oui, voilà, se décomposer. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont absolument déchirants, Ah, hein. c'est waouh! Quand tu vois Felicity Jones, qui est, voilà, tu la vois super bien portante, femme forte, femme avancée dans Rogue One. Oui, Et là, j'allais tu te la le vois, dire, on et l'a là, vu tu la vois derrière. 3 semaines plus tard, mère Ouais. aimante, mais au final, avec un dilemme de mort qui pèse sur elle, et de la voir dans un plan. Et là, celle-là, moi, ça m'a Hmm. retourné, la voir dans un plan d'hôpital où tu la vois cancéreuse au stade vraiment extrêmement terminal. Euh, c'est dur, quoi, tu vois, c'est des images très très dures, hein. Déshabillé par C'est. sa mère dans une Ouais, voilà. intimité qui n'existe même plus à ce stade-là, et je pense que tu t'en bats les couilles de ton Et- intimité quand tu es dans cet état-là, je Alors là, pense. oui, voilà. J'essaie d'imaginer, et je m'excuse si vous trouvez ça un peu prétentieux de m'imaginer malade, mais dans l'idée, c'est de se dire, et ça dure quoi? 2 secondes, hein, Louis, tu me Ah confirmes, ouais, hein, ouais, c'est un plan le de plan, 3-4 non, secondes. le plan est pas Et soutenu, en fait. C'est pas genre voilà, appuyé en mode regardez, c'est malade, voilà. regardez, c'est triste, regardez, c'est larmoyant, faut pleurer, etc. Non, c'est genre un plan qui Ouais. te t'illustre la situation. Et en plus, même, on a Mm. Sigourney Weaver qui ferme la porte en mode il faut plus regarder. Voilà, on a compris, Respect pour voilà, protéger le petit, voilà, protéger la mère, et c'est même ça. toi, spectateur, reste à ta place, on va pas tomber dans le Voilà, c'est ça. voyeurisme. C'est C'est pour magnifique, ça que franchement. il y a aucune facilité. C'est-à-dire que tu pourrais largement rester sur ce plan pendant au moins 1 minute Oui, il y en a en qui mode. l'auraient fait. Il y en a Ouais, qui l'auraient fait. il y en a beaucoup qui l'auraient fait en mode 1 minute. Moi, je pense par exemple à ce film, en plus, où avec Felicity Jones, là, une merveilleuse histoire du temps, où tu as le Mhm. Oui. Stephen King qui commence à perdre ses facultés motrices et qui, au final, est super appuyé en mode regardez comme je Ah, deviens je l'ai trouvé plutôt flasque. bien, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, voilà, genre, mais vraiment, il y a des films qui cèdent à la facilité d'une manière presque putassière, si je pourrais dire. Et là, non. Là, jamais. Et c'est fou, hein, parce que vraiment, arriver à te toucher autant sans jamais tomber dans la facilité, c'est du talent. Enfin, Est-ce moi, que c'est ce c'est que je pas dis. du vécu aussi, peut-être? Parce que comme j'ai dit, Oui, tout le monde l'a probablement. vécu. Il a peut-être quelque chose de très personnel, Bayona, dans cette histoire. Et je pense que si on avait un talent de réalisateur, on aurait aussi cette capacité à le faire parce que c'est quelque chose qui te vient de l'intérieur. Et on a tous connu ça, ou on va connaître ça, malheureusement, encore une Ouais. fois. Et je trouve qu'il l'exprime vachement bien. Et surtout, il arrive à te mélanger l'émerveillement dans sa réalisation, mais il y a des trucs, j'en parlerai plus tard, mais putain, mais ça m'a fait bander, quoi, les mecs. C'était Ah ouais, ouais, ouais. magnifique. Et pourtant, encore une fois, on n'est pas dans du superficiel, du clinquant. J'aime beaucoup aussi, hein, ça me dérange pas. On est dans quelque chose plein d'humilité. C'est ça que je retiens, c'est cette humilité qu'il y a dans les personnages, dans la réalisation, dans la musique, dans le film, en fait, tout simplement. Et à côté de ça, il va te glacer le dos, te faire froid dans le dos, mais vraiment, attends. Mm. Ouais, ben écoute, moi je regardais les gens autour de moi, j'ai pas voulu trop tourner la tête du côté de ma copine parce que j'ai pas envie qu'elle me voie pleurer, mais c'était ça, quoi. Tu vois, et j'ai Ah vu des ouais, ouais. enfants qui étaient pas bien aussi pour d'autres Ouais, choses, pour le ouais, monstre, ouais. parce que le monstre est effrayant, donc ils ont un rapport, eux aussi, qui est différent à la mort, à la souffrance, qui vont peut-être imaginer mais pas comprendre et exprimer la même difficulté que ce petit gamin, hein, au final, hein, mais Mm. qui vont avoir peur du monstre. Alors nous, notre monstre à nous, c'est quoi? C'est la mort, la souffrance, la maladie, le fait de Ouais, le vieillir, monstre d'en qui en prendre lui-même est un conscience, pardon. personnage ouvert. Enfin voilà, peut-être que je pars dans plein de directions, hein, vous m'excuserez les gars, je veux pas vous bouffer trop d'espace, hein, c'est vous les invités. Mais putain, quoi, le film. Je comprends, hein, Maxime, quand tu dis qu'il y a beaucoup de choses, peut-être trop, il y a un trop plein, parce que c'est pas évident à gérer toutes ces émotions, tous ces thèmes, toute cette compréhension. Ça demande un effort personnel, je pense aussi. Et c'est pas évident. Et peu de films qui proposent ça. Et je trouve que c'est cool qu'il y ait des films qui se permettent de faire ça, d'aller nous chercher dans quelque chose d'assez universel, même si je trouve que c'est très occidental comme rapport à la mort, mais c'est normal, hein, après tout, le film, il est fait par un Espagnol, c'est un film américain derrière aussi, voilà, c'est logique, on va dire, hein. Ouais, Je peux, Oui, vas-y, Liam, pardon. en fait, je peux rebondir sur 2 points. Vas-y, même 3, même Alors, 4, d'abord, vas-y. 69. Bref,
Voilà, à cause de ça, je me suis perdu. Tout d'abord, quand vous disiez comme quoi ce n'est peut-être pas fait pour les enfants, qui étaient dans la salle aussi, environ 8-9 ans, je pense, et ils sont quand même réagi au film. Bon, il y a eu des pleurs, mais pas trop non plus. Et je trouve justement que c'est un film qui conviendrait pour les enfants. Effectivement, c'est dur. Ça, c'est quand même un point. Oui, on C'est peut pas très le dur, nier. c'est Oui. touchant. Mais en même temps, ça fait du bien un film pour enfants qui n'infantilise pas. Là, actuellement, on est dans une société où on fait 4 films sur tes Chipmunks qui parlent et où il y a des blagues Oui, sur bon, Pikachu Chipmunks, tu as raison. avec Kev Adams avec une flûte dans le cul. Voilà, à partir d'un moment. Et- Voilà, bref, à partir d'un moment, Oui, je vois ce que tu veux dire. voir un Il film faut pas les surprotéger et surtout les débiliser sur le coup. Oui, et surtout leur parler honnêtement, en leur faisant comprendre avec les propres mots. Et en même temps, c'est ce que raconte aussi un petit peu le film. La manière dont les histoires amènent Connor à se raconter lui-même, à comprendre lui-même ce qu'il fait face, c'est exactement ça. Le film explique aux enfants l'histoire, mais qui ne les prend pas pour des personnes stupides, qui les prend pour des personnes. Ce qui fait quand même du bien, parce que je parie que en tant que gamin, à la longue, ça devient chiant quand tu es pris pour un gamin. Je veux dire, moi, de 20 ans, on me prend pour un gamin, ça m'énerve. Alors, je me rappelle qu'à 15 ans, quand j'étais encore pire, voilà, ça me fait du bien, ce genre de film. C'est vraiment, ça parle aux enfants, mais ça ne les prend pas pour des gamins. Ça parle à tous, même, j'ai envie de dire. Oui, oui, voilà, et c'est ce Voilà. qu'on oublie aussi dans les films familiaux. Quand on dit familial, c'est pas juste pour enfants, c'est Oui, pour tout le monde. je vois ce que tu veux Et dire. le- Quelque chose pour, d'universel. pour rebondir Voilà. ce que tu as dit, Liam, justement sur les enfants, ce que j'aime bien, c'est que moi, il y a un truc qui me gêne un peu dans la plupart des films fantastiques, bien que celui-là sorte un peu de l'ordinaire, c'est tout le temps l'héroïsation des personnages. Et sans pour autant qu'il y ait forcément un gros développement. Les Percy Jackson, les Harry Potter, les personnages de Miss Peregrine, etc. Alors que là, à la fin, on se rend compte que le personnage est presque un héros, mais parce que justement, il y a eu une évolution psychologique chez l'enfant. Dans Impossible, c'est l'enfant au début, il est un peu grincheux, ben, c'est un peu, tu vois, l'enfant avec sa crise d'adolescence, bon, il aime bien se rebeller contre sa mère et tout. Et au fur et à mesure du temps, événement qui arrive, catastrophe, et puis au fur et à mesure du film, il va se rendre compte qu'est-ce que c'est la vie, quelles sont les priorités, et c'est là qu'il va renforcer son lien. Et là, c'est la même chose. Au début, qu'un personnage qui est, je ne vais pas dire banal, mais comment dire, qui se cherche un peu, qui est pas très clair. Et au fur et à mesure du film, d'ailleurs au début c'est le monstre, il prend, il dit qu'est-ce que tu me racontes, tes histoires, c'est n'importe quoi, etc. Et au fur et à mesure, il va commencer à réfléchir. C'est un peu comme le spectateur, tu te prends au début, tu te dis le monstre, il est là, il va faire peur, il va tuer quelqu'un. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que le monstre, eh ben, finalement, c'est peut-être la solution pour problème et qu'il faut peut-être te remettre en cause, peut-être réfléchir, peut-être prendre du recul sur les choses. Et c'est en ça que la construction narrative est vraiment très bonne. C'est que on part pas d'un personnage et on fait n'importe quoi avec. Il y a des stades d'évolution et ça, c'est ce que j'apprécie dans un film. Et Bayona, c'est un des meilleurs pour le faire. C'est comme disait Del Toro, c'est un des meilleurs pour capter les émotions. Ben moi, je dis que Bayona, c'est un des meilleurs pour développer ses personnages. Et Une tout à l'heure, évolution on parlait psychologique pour toi, vraiment, voilà. qui Et, constitue un vrai personnage au final. et même, je sais pas si c'est lui qui a choisi les acteurs et tout, ou c'est pas lui qui a écrit tous les personnages, vu que c'est Patrick Ness Mhm. qui a écrit le roman, qui l'a adapté. Mais tu te rends compte que quand même, les personnages à côté, c'est pas des personnages que tu mets pour combler un manque narratif ou quoi. Sigourney Weaver, la meuf qu'on voit plus depuis un bon moment, qui fait bon, elle joue dans Ghostbusters, c'est pas qu'est-ce qu'elle fout là. Là, au moins, elle a un rôle, tu te dis putain, elle arrive quand même à transmettre des émotions, elle a un bon jeu et tout. Et pareil, Felicity Jones, que moi, personnellement, j'avais détesté dans Rogue One. Lui, j'ai pas aimé Rogue One, bref, on va pas se tendre Et là-dessus. tu as le droit, il n'y Mais a que pas j'avais de vraiment souci. pas aimé. Et là, Ouais. franchement, c'est. Non, c'est. Tout, au niveau des personnages, des interprétations, il y a presque tout qui est parfait. Et par contre, il y a justement la petite déception que j'ai eue par rapport à ce film,
c'est que j'ai pas vraiment ressenti d'émotion. Comme je t'ai dit, je regardais, je réfléchissais parce que c'est quelque chose, j'analysais la mise en scène parce que tout ça, c'est vraiment, bon, peut-être pas hors du commun, mais c'est vraiment bien travaillé. Au niveau des, j'ai pas vraiment ressenti des choses. Quand l'étude qui me disait tout, ce film, il m'a complètement bouleversé. J'en ai pleuré, mais comme jamais. Moi, The Impossible, c'était un film, il y a une scène de fin, je vais pas la spoiler, mais qui est déchirante. Mais je te jure, j'ai pleuré, mais comme jamais. Et moi, c'est pas du tout une honte de pleurer. Hein. Moi, c'est aussi Ah ce que non, je au cherche au contraire, c'est cinéma. que le film a réussi ce qu'il a voulu, Et c'est-à-dire de justement, te chercher dans l'émotion. voilà. Et justement, moi, il n'y a aucun moment où tu vois, il y a une petite larme ou quoi, et je suis un peu resté à réfléchir et à, tu vois, à me dire, bon, c'est bien, mais il m'a manqué quelque chose. Et aussi, il y a un moment, je me demandais, vous l'avez vu en VO ou en VF, le film? VF. VF, malheureusement. Parce que la VO VF, d'accord, parce que là, il y avait une scène où je me dis, ça, c'est une scène où tu dois pleurer. C'est la scène où ben comment il s'appelle l'enfant, j'ai oublié son nom. Connor. Voilà, où Connor apprend entre guillemets la vérité et où il a vraiment un cri de rage, de tristesse, de tout ce que vous voulez. Moi, je me dis, ça c'est un plan et j'ai ressenti rien du tout parce qu'aussi je trouve que la VF était pourrie. Le cri, c'est pas naturel, c'est. Il manquait de l'authenticité dans ce cri pour que tu puisses vraiment y croire. Peut-être qu'en VO ça aurait mieux passé, mais ouais, voilà. Moi, c'est un peu ce qui m'a manqué sur ce film parce que moi, je te dis, j'essaie de trouver des défauts, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À la limite, tu pourrais le redécouvrir par la suite en VO et peut-être retrouver l'émotion sans non plus t'attarder sur. Et c'est très bien, attention, je ne critique pas. Hein. Au contraire, c'est super et ça fait plaisir d'avoir des gens qui regardent bien la réalisation et surtout qui viennent nous en parler comme vous le faites aujourd'hui. Voilà, peut-être mettre ça de côté, rester sur l'essentiel du film, c'est-à-dire l'histoire et l'émotion, et peut-être que la VO va aller te chercher, peut-être pas dans la larme, mais dans l'émotion, voilà, quelque chose d'un ressenti personnel que tu auras. Peut-être que c'est la VF qui a mis cette barrière pour toi. Et je t'avoue, je crois même qu'en espagnol, en chinois, en portugais ou en je sais pas quelle langue, même en klingon, je pense que le film aurait fait chialer. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment parfait dans l'émotion et il n'y a rien d'honteux là-dessus. Personnellement, moi qui suis pas très VF, bah, ça m'a quand même touché. Je n'ai pas trouvé que c'était une mauvaise VF. Bon, c'est peut-être parce que je suis déjà tapé des VF d'excellente qualité. La bonne vieille VFQ qu'il y a sur Internet. Ou la VF, on l'a tous connu celle-là, les gars. Hein, on va pas se mentir. Voilà. C'est un peu honteux. Là aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie. On l'a tous connu, les gars. Sinon, s'il y avait un autre point sur lequel je voulais rebondir tantôt, je reviens un petit peu. Ah oui, ton deuxième point, excuse-moi. En fait, Louis parlait de la scène dans l'hôpital où, au moment où Sigourney Weaver fermait les portes. Fermait la porte de la chambre. C'est peut-être moi qui suranalyse. Mais j'ai trouvé une certaine interprétation de la porte. On voit plusieurs fois Sigourney Weaver qui ne réagit pas face à Connor qui sort. Par exemple, la scène de destruction du salon. Elle ne réagit même pas, elle préfère fermer la porte derrière elle et finalement cacher un petit peu. Ça fait un petit peu sentir comme si elle cachait ce qu'elle ressentait à Connor. Et qu'au final, bah, comment expliquer ça? C'est clair dans ma tête, mais. Oui, tu dis qu'en fait, elle a pas honte, mais genre, quelque part, en fait, elle a du mal à vouloir exprimer ses émotions devant le garçon, et donc, du coup, ben, à chaque fois, elle préfère fermer la porte, presque couper net un contact avec lui, un contact visuel avec lui, pour pas, en fait, limite se dévisager devant lui. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que même quand elle voit que Connor a tout cassé dans le salon, elle ferme la porte, puis elle s'enferme dans la chambre de sa fille, et elle se met à pleurer, mais en ayant fermé la chambre de sa fille. Et quand le gosse l'appelle, ben, elle ne répond pas. C'est pour ça il y a une cassure entre les deux qui est effective, avec le fait que ben, la mère lui ferme toujours la porte, en fait. C'est pour ça elle a du mal à vouloir exprimer ses émotions devant lui, et c'est la situation qui est en elle-même assez tragique. Allons même plus loin. Vas-y. Non, vas-y, toi, t'as pas. Peut-être qu'on allait dire la même chose. Ça serait beau, on serait connectés, c'est mignon. Non, mais
au-delà de cette barrière qui peut être une porte, qui peut être... oui, c'est clairement des portes en plus, hein, tout le long. Une autre barrière, celle du train, vous savez, Ah où oui. la voiture, donc, c'est bien un train, où j'imagine, là, je fantasme le film, où la Ouais, voiture est donc bien obligée de s'arrêter, sinon ouais, c'est un c'est... train. Voilà. C'est un Ben train. là, quand tu es dans la même pièce, même pas pièce, dans la voiture, où tu as quelque chose où tu ne peux pas t'échapper et que tu ne Ouais. peux pas fuir vers l'avant, bah, bizarrement, c'est à ce moment-là que la grand-mère et le petit se connectent. Ah ouais. Et Voilà, c'est là, à ce moment-là, qu'ils expriment réellement sans avoir peur d'être jugés par l'autre, sans avoir peur de se dire, bah, c'est pas nous qui souffrons réellement de manière physique, mais on souffre de manière psychologique et ça fait peut-être aussi mal que ce que vit la mère du gamin, quoi, au final. Quand oui, t'as je pas le pense que choix, que tu te retrouves face aux gens et que un regard suffit, une parole, une petite excuse, deux, trois phrases échangées, et pouf, on part dans l'émotion totale et on libère. Allez, il faut que ça sorte, quoi. oui, Je suis tout à fait d'accord. aussi qu'il y a deux autres, vers la fin, donc il y a deux autres moments où elle ouvre une porte. D'abord avant, enfin, dans le cimetière, lorsqu'elle ouvre pour récupérer Connor, qui Mhm. pourrait peut-être symboliser la manière dont elle s'ouvre. C'est vraiment le moment où elle s'ouvre à la mort de sa fille, où elle se dit putain, je vais perdre ma fille. Où Oui. c'est vraiment le moment. Et, et aussi donc vers la fin, lorsqu'elle ouvre la porte de la chambre pour Connor, où elle ce qui montre qu'elle s'est ouverte. Lui, elle lui a montré On ne toute cache l'étendue plus de les son choses. deuil. Voilà. On ne Ils cache partagent plus leur deuil les... ensemble parce que c'est C'est plutôt bien leur dit. moyen de se guérir. Et on a aussi la fenêtre, ce rapport à la fenêtre qui nous permet d'aller au contraire face à la réalité, face à notre histoire, à l'histoire de ce petit, parce que la première rencontre entre le monstre et Connor, ça se fait sur une fenêtre c'est magnifique le plan, hein, d'ailleurs, qu'on dessine, qui Oui. ensuite est transposé sur la vraie fenêtre, et on voit cet arbre au loin qui prend vie. Donc la fenêtre, et c'est logique, hein, la fenêtre te permet de voir loin devant toi. On a encore cette fenêtre où quand ils sont dans une histoire où il le met face à une maison et lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je casse? La cheminée, je sais pas ce qu'il casse. Casse les fenêtres. Ben fais-le toi. Boum. En gros, c'est regarde. La fenêtre est un miroir, on est d'accord. Voilà, il y a plein de choses. Et encore, je pense que on passe, sans nous manquer de respect, les gars, on doit passer à côté des milliers d'idées du film, des milliers de thèmes, de réflexions, de ressentis, d'émotions que traduit le film. Mais c'est beau parce que c'est des petits détails sans non plus te donner 300 coups de coude comme pourraient le faire des super réalisateurs. Je pense à Refn et c'est vraiment pas pour le tailler parce que je l'aime beaucoup aussi, qui va appuyer ses plans, te les montrer, faire de la symbolique à outrance et c'est super qu'il continue à nous faire ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est beaucoup plus simple parce que l'histoire, elle est beaucoup plus humble, hein, tout simplement, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus universelle. Et putain, c'est riche de petites idées pour transmettre des émotions, pour faire de la métaphore, bah, ne serait-ce que l'utilisation du monstre, les gars, non? Mm. Bah, je pense qu'on peut passer Oui, à la bah, mise en scène, là. Enfin, Eh ben, écoute, je suppose, hein. je pense, Louis, que tu as bien Voilà. raison. Et d'ailleurs, je vais te Voilà. laisser la parole sur cet aspect parce que Ah, l'histoire oui, s'exprime par la réalisation. Forcément, ça aide, hein. C'est une oui. des manières de s'exprimer par l'image. Justement, toi, Louis, qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation de Bayona dans ce film? Bayona est un mec qui, en fait, a voulu, je pense, n'a pas voulu se contenter de faire une redite de ses précédents films. Et ça, je pense que c'est déjà, rien que ça, je pense que c'est déjà louable. Quand on prend en fait l'orphelinat, c'était une atmosphère plus horrifique, plus viscérale, entre guillemets, du deuil. Avec The Impossible, c'était une approche plus classique, je dirais, même si en fait le film n'en reste pas moins émouvant et déchirant. Là, on a un aspect plus clinique et en même temps plus fantasmagorique, pas fantastique horreur. Et là, j'ai trouvé que le film était fantastique dans ses envolées de contes. C'est-à-dire que déjà, les contes sont d'une beauté graphique Ah à peu oui, près hallucinante, hein. oui, Je oui. pense qu'on est tous d'accord là-dessus. ouais. Voilà, ils sont jamais vains et ils sont toujours magnifiques. Et Bayona, en fait, du coup, il arrive à mixer
tout un tas de règles de mise en scène qui pourraient être des petites touches, hein, comme tu en parlais, hein, c'est-à-dire une mise en abîme, le dessin qui se transpose sur la réalité, la contre-plongée sur l'arbre pour renforcer son aspect gigantesque, Bien sûr. etc. En même temps, de montrer des symboliques visuelles comme l'union avec les racines qui en fait qui poussent pendant une histoire pour montrer l'union, vraiment l'union psychique entre l'arbre et le gosse. Il y a tout un tas de trucs qui font que Bayona en fait arrive à marquer, puisque j'ai l'impression d'avoir vraiment plein de plans en tête. Tu vois, genre, les plans déjà sont magnifiques en termes de visuel. La photographie est excellente, tout en couleur chaude dans les contes et dans un aspect un peu plus clinique sur la réalité. Et cette image qui est magnifique, tu la retiens. Et au final, presque il y a une sorte de beauté, une sorte d'éternité de cette image qui revient alors que on parle de deuil, on parle de thématiques dures. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez fantastique. Donc Bayona, pour moi, il m'a complètement conquis. Pour un film au budget pas énorme, hein, pas du tout énorme, il fait un truc qui est pour moi assez magnifique. Hein. Ça aurait pu être casse-gueule de mélanger conte enchanteresque et film live déchirant. Et pour moi, Bayona y arrive totalement, mais vraiment totalement. Monsieur Louis BFM, combien tu as au niveau du budget, toi qui es au courant de tous les chiffres? Budget, j'ai un total de 42 millions de dollars. Avec les sandwichs? Avec les sandwichs, mais sans les campagnes McDonald's. Ah. Voilà, si je puis dire. Et bon, oui, ça vaut beaucoup plus à l'image. J'en ai l'impression de voir beaucoup plus à l'image quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir tu vois, genre quand je vois le BGG quand même de Spielberg a 100 millions de dollars en plus, quoi, tu vois, dans son bagage. Hein. Alors, attention à ce que tu dis sur le BGG. Non, juste, il a 100 millions de dollars de plus et pourtant Bayona arrive à faire des images tout aussi marquantes. Bien sûr, il y a même sur le BGG, pour ne pas le défendre, il y a quand même... on n'y croit pas toujours au monstre dans le BGG. Par contre, là, on est face au BGG à déjà une réalisation virtuose, vraiment, le film, le BGG, même si vous avez peur, même si c'est très enfantin, même si vous trouvez que le géant est moche, regardez-le parce que c'est la folie en termes de plan, au même niveau que Bayona, si c'est toujours un petit peu au-dessus, parce que le mec maîtrise et c'est Spielberg. Ceci dit, on est face à un conte ultra enfantin, alors que celui-ci est beaucoup plus noir. Un vrai conte au final, comme on pourrait dire un conte des Grimm où il n'y a pas que l'aspect à la sauce Disney, mais c'est pas péjoratif, hein, je ne déteste pas Disney et je comprends qu'il fasse cette formule-là parce qu'elle marche, mais quelque chose de beaucoup plus sombre, un vrai conte. Le BGG, effectivement, c'est pas le même budget, et pourtant c'est sorti la même année, il y a un rapport au monstre, et d'ailleurs dans le BGG c'est totalement inversé. Je fais juste une petite aparté, après je vous saoule plus avec ce film, c'est que là, on peut le comparer, hein, ceci dit, dans notre film du jour, on a un monstre qui aide un petit, alors que pour moi dans le BGG, c'est la petite qui aide le monstre. On inverse les rôles. Et pour le même résultat, hein, messieurs, hein, bien sûr. Vas-y Maxime, pardon. Et après, Liam, excuse-moi. Puisqu'on parlait budget, je trouve qu'il faudrait quand même un peu tirer la sonnette d'alarme chez Hollywood, parce que quand tu vois les putains de daubes, enfin, j'ai pas envie de taper sur Marvel ou quoi, mais leurs films où ça pue la CGI de partout, et où des fois c'est pas très net, ou même les Animaux Fantastiques, hein, c'était pas dégueulasse. Mais voilà, c'est pas non plus. C'était pas hyper net non plus. Hein. Enfin, c'est surtout que là on parle d'Hollywood, mais le film en fait est avant tout espagnol. Oui, quand tu vois les sociétés de production au début, c'est-à-dire que c'est plein de sociétés indépendantes qui sont européennes, et en même temps il y a une aide d'Hollywood forcément puisque le casting aide bien, quoi. Mais tu vois, même quand je vois les chiffres en fait de score à l'international, tu vois que le film a fait quand même un énorme carton en Espagne. Je crois qu'il a fait un truc comme c'est normal. 5 millions d'entrées. Alors qu'en France, il bide totalement et ne dépassera pas les 100 000 entrées. Il est très mal distribué, surtout. Il est extrêmement mal distribué et extrêmement mal vendu. On te le vend comme un conte à la Spielberg et tout, et au final, déjà, il n'y a quasiment aucune salle, et au final, c'est un film qui n'est pas du tout pour les petits-enfants, tu vois. Et en plus, le film bide aussi aux États-Unis. Oui, il est sorti en limité. C'est peut-être les 50 millions qui lui manquent en termes de communication. De marketing. En termes de marketing. C'est sûr que, concrètement,
J'ai pas vu une seule bande-annonce, à l'exception d'une fois pour les Animaux Fantastiques où j'étais 3 semaines en retard. Et Ouais, c'était un truc en gros raccourci à une petite minute. Tu vois, c'était pas une vraie bande-annonce entière et bien complète. sûr. Comme par exemple celle de 50 nuances de gris qui dure 3 minutes et demie et qui me casse les couilles, tu vois. Voilà. Et là, c'était vraiment hyper raccourci parce que tu sens qu'en fait, bah, ils ont pas l'argent. Ils ont pas l'argent, hein, c'est clair, hein, ils ont pas l'argent pour. Parce que, on doit se le dire, c'est extrêmement cher de promouvoir un film Ah et oui. ils ont pas cet argent-là parce que personne n'a vu d'affiche de ce film dans la rue alors que l'affiche est somptueuse. Je préfère largement voir ça que l'affiche de XXX dans la rue. Et pourtant, ben, ils ont pas l'argent, c'est comme ça, c'est normal. Et donc, du coup, ben, à mon avis, ça a dû jouer dessus. Mais bon, ouais, c'est vrai, c'est toujours triste de voir que des films comme ça, ben, bide, littéralement. Bah, Voilà. et surtout, ce qui est dommage, c'est que quand tu vois les chiffres comme ça, tu te dis, là, tu as une vraie démarche artistique comparée aux autres films plus ou moins fantastiques qui se produisent globalement. Mhm. C'est pas forcément ce qui va encourager à changer la vision des producteurs. Parce que le film, de toute façon, sera un échec commercial en salle, vu il remboursera même pas son budget. Donc, bah, de toute façon, Bayona, je pense pas qu'il fasse du cinéma pour de l'argent. Sinon, pas fait les films qu'il a fait auparavant, et surtout celui-là. Il aurait pu faire le Yes Man et aller au bout de faire les blockbusters. Mais déplorable parce que tu vois que tu as des films comme ça qui sont vraiment intelligents et qui, comme tu le disais, sont pas distribués. Moi, j'ai dû galérer pour trouver une séance, je crois. Attends, c'était quoi? Au moins peut-être dans les 100 km autour de chez moi, tu avais deux cinés qui le diffusaient. Wow. Tu avais quoi? Ah oui. T'avais deux séances, tu vois, et c'était pas non Oui, il plus. fallait pas les louper et il fallait prendre le temps de. Enfin, il fallait avoir un peu de carburant pour y aller, quoi. Et puis là, c'est la dernière semaine qui passe, hein. Après, je pense la semaine prochaine, à mon avis, Avec une il y a sortie en plus grand début chose, hein. d'année, qui est quand même pas la meilleure période pour balancer un film comme ça, je pense. Moi, ça va, en Moi, c'est- Belgique, il était pas trop mal distribué. Mais c'est vrai Ah, que, bravo. enfin, Bravo, amis belges. bah, en tout cas, j'ai vu quelques bandes annonces, mais qui tenaient vraiment pas envie. Mhm. Et ça, en fait, ils présentaient le monstre tel un je s'appelle Trout. Ce qui, bon, bah, D'accord. On pourrait heureusement que j'avais effectivement envie y de voir le film penser. avant. Mais c'est vrai, même niveau affiche, bah, enfin, c'est vrai que niveau affiche, on voit quasiment pas. Alors que Radin, je me suis tapé ça pendant un mois. La Grande Muraille, parce que je viens d'y repenser en lisant ta publication là-dessus, Louis. Mais la Grande Muraille, tu tapes tes affiches, tu tapes tes bandes annonces, alors que ça Ah sort. oui. Bon, après, nous sommes un Le peu film te plus camoufle. éclairés à notre niveau pour aller aussi, et je pense aussi ceux qui nous écoutent, pour aller aussi, autant s'amuser sur la Grande Muraille, pourquoi pas, mais aussi aller tenter le Bayona, ou le petit film français, ou le drame américain, ou le Birth of Nation qui sera le prochain débat de la chaîne. Enfin, voilà, on a cette curiosité. Et là, je pense, nous quatre, mais également ceux qui nous écoutent et qui participent régulièrement au débat, on va se reconcentrer un petit peu sur le travail de Ouais. réalisation de Bayona, parce que je veux vraiment, et vous êtes d'accord avec moi, le mettre à l'honneur. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé? Pourquoi ce film méritait une plus grande promotion, une plus grande diffusion en termes de réalisation pour toi? Vas-y. Bah, parce que déjà, vu qu'on a beaucoup parlé effets spéciaux, c'est pas faire de la CGI pour faire de la CGI et pour épater la galerie. D'ailleurs, pour parler vite fait du design du monstre, je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi j'ai Mm. trouvé ça franchement déjà très original. Et en plus, mais limite, les petits détails étaient vraiment c'était très méticuleux. C'est genre, tu voyais, tu avais cette séquence, un moment où il est dans la pièce, tu as, toutes les branches qui vont sur les murs et tout, ça l'entoure. Et tu vois que Bayona, d'ailleurs, je crois ils ont pris, attends, je crois, plusieurs années à concevoir le monstre. Et ça se voit parce que c'est quelque chose de très précis. Et puis pour revenir à la mise en scène, Bayona, quand tu l'analyses de plus près, ça reste simple. Une mise en scène, pour qu'elle soit vraiment bonne, elle n'a pas besoin de te faire des choses de malade à la Alfred Hitchcock qui te révolutionnait le genre à l'époque. Mais ici, c'est des travelling qui arrivent pour créer justement ce climat. Tu te dis le danger arrive. C'est quelque chose qui faisait beaucoup dans l'orphelinat. Et c'est quelque Mhm. chose de très simple, mais qui marche. Au lieu de faire des screamers ou je ne sais quoi, t'as, t'as, moi, j'appelle ça des faux plans séquences, des transitions en faux plans
conséquent, je sais pas c'est quoi le mot, mais ça, c'est extraordinaire. Tu as un moment, un plan où s'endort dans la main du monstre et tu passes tu passes avec une transition où tu arrives directement en dessous de l'arbre. Ah Et oui, très beau, oui, et c'est effectivement. des plans, mais tu te dis, mais c'est ça qu'on veut voir. Et aussi, à un moment, tu as la caméra qui se concentre en contre-plongée sur le monstre, qui après rebondit en plongée sur une flaque, elle s'incruste dans la flaque d'eau, tu vois la scène et tu ressors de la flaque d'eau. C'est vrai. C'est des petites idées. Et pas que ça à la portée de tout le monde, hein, ça reste Bien sûr. challenge. Mais en soi, c'est pas des choses ultra compliquées. Sauf que Bayona, tu sens que derrière, il a une envie, il fait quelque chose, et puis il tente, quoi. Et c'est ça qu'on aime. Ah, je te rejoins. Alors là, je te rejoins à 10 000%. Liam, toi, en termes de réalisation, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qui démontre que Bayona est un putain de réalisateur? En fait, Bayona, bon, déjà, je l'ai dit dans le scénario, mais c'est quelqu'un qui a compris que le cinéma, c'est un art visuel. On peut raconter par le dialogue, mais le cinéma est surtout destiné à raconter par l'image. Ce qui Oui. fait quand même du bien actuellement. Je ne vais pas repartir sur ma critique Hollywood, c'est pas bien. Mais Et tu peux, si tu as envie voilà, de l'appuyer, hein, bien sûr. dans la table ronde, tu restes 5 heures. Ça serait un autre débat. Un film de Bayona, c'est Jurassic World 2. Et il m'a donné envie de voir Jurassic World 2. C'est dire. On part de loin, hein, on part de Magnifique loin. Hein. magnifique performance de sa part. Ah oui, là sur ce coup-là, je rejoins Liam. Ouais, où est-ce que j'en ai... Ouais, bah voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Maintenant, j'ai perdu la tête avec Jurassic World 2. Au niveau de la réalisation pour toi, qu'est-ce qui t'a marqué peut-être? Qu'est-ce qui a permis à ce film de vraiment... Louis parlait d'images qui étaient ancrées dans sa mémoire suite au visionnage du film. Est-ce qu'il y a des plans, des idées, un délire proposé par la réalisation de Bayona qui t'a aussi marqué à ton niveau? Bah, je crois à peu près tout, parce que vraiment, c'est des plans à chaque fois qui sont magnifiques. On parlait tantôt des plans d'animation, qui la caméra est toujours en mouvement, elle est dynamique. C'est magnifique et ça fait des tableaux vivants. C'est un peu ce que je pourrais qualifier le film de Bayona. Ça fait comme, ces plans sont comme tes tableaux, mais en plus vivant. C'est bien dit. C'est bien dit. Voilà, on sent qu'il y a la vie, mais on sent qu'il y a de l'art derrière, on sent qu'il y a la maîtrise, mais sans que ça fasse regardez, je vais faire un film plan séquence de 40 minutes parce que voilà. Parce que ça marche bien et ça vous plaît. Ça plaît aux critiques et ça plaît aux instances. Et voilà, c'est ça. C'est un type qui est talentueux, mais qui te fait pas dire regarde, je suis talentueux. Dans l'humilité. Dans l'humilité, qui arrive à faire des plans magnifiques. Et même niveau effets spéciaux, on parlait du plan où le monstre tient Connor alors qu'il dort. Juste pour oser faire une transition comme ça entre une créature numérique et des effets spéciaux, effets spéciaux en nature, entre un décor en naturel, il faut quand même avoir des couilles et avoir des effets spéciaux de qualité. Et putain que c'est magnifique. Bien sûr, c'est très réussi. On n'y voit que du feu au final. Hein. Voilà, il y a des moments où tu regardes et tu te dis putain, comment ça a été fait. Et après, j'ai vu quelques images d'effets spéciaux et je me suis dit putain, mais c'est bien fait. Tu tapes des films qui ont des centaines de millions de dollars de budget et qui se tapent des effets numériques dégueulasses. Bâclé. Ouais. Oui, voilà. Et là, tu as 43 millions de dollars. C'est un budget. Ah oui, c'est pas non plus une petite production, hein, on est d'accord. Mais ça reste loin des standards pour le résultat, en tout cas. Bah oui, mais voilà, on avait parlé de Ben-Hur pour 100 millions de dollars, c'est de la gerbe visuelle. Là c'est juste magnifique. Et Maxime voulait... Ah, pardon. Vas-y, Louis, pardon. Non, je voulais juste dire que j'étais totalement d'accord. Tu confirmes les propos de Liam et je crois que Maxime, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, surtout, ce que je veux dire, c'est que le genre de mise en scène de Bayona, c'est pas une mise en scène que tu ne peux pas aimer parce que tu sens que derrière, tu as un mec, un passionné qui essaye de donner un sens à chaque plan. Chaque plan est travaillé
Et là où certains feront un peu plus dans le tape à l'œil, où ça peut limite devenir agaçant, où t'en fais trop, ou bon, là, Bayona, clairement, il tombe dans l'intimisme et jamais. Tu regardes son plan, à chaque fois tu te dis alors qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu cherches le petit détail parce que Bayona, c'est ça, c'est les petits détails. Et par exemple, il y avait une chose que j'avais bien aimé, et ça se rapporte en même temps à la structure narrative, à la mise en scène, c'est les inserts sur l'horloge. Enfin, et Ah c'est oui, le fameux, justement, quelques minutes après minuit, voilà, justement. et ce qu'il aurait pu faire, c'est ce que certains auraient pu faire, c'est une structure narrative classique où à chaque fois, à la même heure, à la nuit, au même endroit, le monstre vient. Mais non, Ouais, Bayona, il fait 3 inserts différents, une fois sur le réveil, une fois sur l'horloge et une fois sur la montre. bien Et le vu. monstre, il vient pas tout le temps au même endroit, il vient un coup en journée, un coup la nuit et un coup c'est à l'établissement scolaire, il me semble. Oui, Et c'est ça. moi, tu vois, c'est des choses au moins que donc là, c'est plus relatif au scénario, mais encore une fois, ben, c'est des choses que j'aime bien et ça se contente pas de le faire apparaître à telle heure, telle heure, telle heure, et puis tu te dis bon, tu t'ennuies un peu quoi. Au moins ça te surprend Oui, parce il y a que une moi, espèce comment dire, de rituel, comment on appelle ça, vous oui, savez, voilà parce que de routine. Voilà, je trouvais pas le mot, une espèce de routine dans la narration avec toujours, tu le vois arriver à 3 kilomètres, ouais, le voilà, parce moment où. que au début du film, je me dis bon, à chaque nuit, il va venir, il va lui raconter son Ouais, histoire et tout, et non, justement, c'est ça qui te surprend et moi j'aime bien. je suis assez d'accord avec toi. Plein de petits détails, une richesse de petites idées, toutes bienvenues qui s'assemblent parfaitement. Enfin, c'est ça, hein, réaliser un film, c'est d'accrocher tous les éléments de ton histoire, tes personnages, ta musique, enfin tout, pour former un tout qui tient la route, avec une cohérence à tous les niveaux, et c'est le cas. Moi, les gars, je vais faire encore plus simple que vous. Je connais pas trop Bayona, je l'ai découvert, je connaissais de nom. Je me suis toujours dit, il faut que je vois ces films, il faut que je vois ces films, et je vais le faire. J'ai intérêt surtout parce que là, vu ce que j'ai vu, il faut que je vois. Moi, je le situe clairement entre Spielberg et Del Toro, les gars. En même temps, Del Toro, c'est lui qui l'a lancé avec l'orphelinat. Et Qui c'est a été pas un peu dur. étonnant. Et c'est pas étonnant. Moi, quand je Et vois ça, je me dis, ça me rappelle les bons souvenirs du labyrinthe de Pan. oui, Certes, ça parle pas de la exactement. même chose. Certes, c'est peut-être pas la même histoire. Mais j'ai vu la même chose. Le conte un peu macabre, lugubre, qui va nous chercher sur des choses très négatives à la Del Toro, mais qui va en ressortir quelque chose d'ultra poétique. C'est peut-être moins fort chez Bayona, mais par contre, j'y retrouve la richesse émotionnelle très familiale, comme tu disais, Liam, dans le côté universel, dans le côté qui peut toucher tout le monde. Hein. C'est clairement ça que je peux retrouver dans des films de Spielberg. Et c'est pas, je suis pas du genre à faire des compliments, des belles phrases et des machins. Hein. C'est vraiment ce que j'ai vu parce que je n'ai pas aussi la culture Bayona des 2 premiers films. Ouais, je me suis dit putain, c'est clairement ce cinéma-là et c'est des grands. Hein, on est d'accord, les mecs sont Mm. ultra puissants. Un film de Spielberg, un film de Del Toro, tu sais qu'il va sortir, tu y vas en courant quoi. Mm. Tu Ah oui. vois, ben là, ben maintenant, j'ai envie de dire un film de Bayona, ben je vais y aller en courant parce que je me dis, ce mec, je le classe au milieu de ces 2 monstres du cinéma, en fait. Tu vois, contemporain. Hein, je ne veux pas dire que c'est les meilleurs réalisateurs de tous les temps, mais des noms qui marquent, un cinéma qui marque, auquel tu as des souvenirs. Tu vois, tu parlais d'images ancrées. Louis, ben c'est ça, tu as des images quand tu as vu un Spielberg, tu te souviens, même dans des films plus adultes, tu te souviens du Soldat Ryan, l'ouverture de celui-ci. Voilà. Tu te souviens de Crimson Peak dans la neige, dans le 3e acte, quand la fille part donc chez son nouveau mari. Tu t'en Oui. souviens de ces plans, ces couleurs. Ben là, c'est pareil. Là, je m'en souviens de ce que j'ai vu. Il y a un rapport à l'art aussi qui est super intéressant dans ce film. Le dessin, Ah oui. l'aquarelle, l'animation. Vous savez, les objets de cinéma qui me permettaient de balancer des photos et d'avoir une animation, je ne sais pas comment s'appellent ces objets, mais vous voyez ce que je veux dire, les Ouais. prémices du cinéma. Qu'est-ce que regarde le garçon avec sa mère? King King Kong. Kong, un monstre Ouais. emblématique du cinéma. Et on nous parle de quoi dans ce film? D'un monstre. Mm. La transmission la transmission des souvenirs par le biais de la culture, un petit peu comme dans Exactement. le mur magique.
Le, Et le, donc, le, ouais, le crayon, par exemple aussi, le crayon, le frottement du crayon, bon là c'est peut-être plus dans l'ambiance sonore, mais vous m'avez compris, il y a vraiment Mm. quelque chose, le bois les gars, on le casse, on le martyrise, on a ce géant qui est dans le bois, qui est à la fois fort et fragile, un peu comme ce gamin qui est plein de vie, mais qui voit sa mère partir. Il a tout l'avenir devant lui, ce gamin, même sans sa mère, mais putain, il va lui manquer quelque chose, quoi. Bah, C'est plein de bonnes c'est idées comme ça, en fait. Le des choix du images, monstre n'est pas anodin. c'est des images qui font en fait la transition. Voilà, comme je te disais, en fait, il y a un sentiment un peu d'éternité de l'image. C'est-à-dire Effectivement. que King Kong, ben, quand il est sorti en 33, c'était un truc de malade. Aujourd'hui, on le regarde, t'as presque l'impression que c'est toujours un truc de fou, quoi. Tu vois, C'est vrai. tu te demandes toujours comment putain le mec a pu faire un truc, un tel truc. Et le voir, en fait, c'est toujours une transmission supplémentaire. Surtout qu'en plus, quand il le regarde, c'est pas du tout genre en mode ouais, on regarde le Blu-ray 4K. Non, Non, la euh, vraie ouais, pellicule. voilà. C'est la vraie pellicule dans le vrai appareil de projection d'antan. Donc en fait, c'est vraiment genre le respect de l'œuvre, le respect du format et le respect de l'œuvre en elle-même qui fait que ben il y a un sentiment d'éternité. Et c'est vrai que le dessin est quelque chose que Bayona a rajouté par rapport au roman. Mais c'est D'ailleurs- extrêmement cinématographique au et final. c'est quelque chose que Bayona en fait vraiment adule. C'est en fait rajouter en fait des milliers d'allusions à l'art. C'est-à-dire que quand tu vois les dessins du gosse, en fait, il y en a partout, etc. En fait, le mec est complètement habité par un monde fait en dessin, etc. Ça me Ça rappelle importe. quelqu'un. Ça me Oui, rappelle Del Toro qui, sur les réseaux sociaux, va voilà, te partager des milliers c'est ça. d'œuvres, de dessins, de peintures, de sculptures, parce que le mec est un passionné du, du, du- de l'art graphique, Tu quoi. prends Crimson Peak, c'est vraiment une déclaration d'amour à l'art gothique, etc. Hein. Exactement, exactement. C'est des déclarations d'amour à l'art, et ben ça, ben, dès qu'il y a ça, tu peux que te dire, ben oui, c'est validé, quoi, c'est validé. Donc c'est pour ça que le mec arrive à me faire attendre Jurassic World 2. Et je C'est sais fort, hein, les gars. Hein. et je sais qu'Anthony peut témoigner, mais Jurassic World 1, pour que j'attende le 2, mais vraiment, genre, Ah, on part de très très loin. Hein. il C'est un peu faut que. son monstre à Louis, là. Alors là, mais il faut Jurassic World, c'est le monstre de Louis. Hein. C'est mon Ah. monstre, donc c'est mon deuil, là. Il y a un deuil, là, quelque part. Il y a un deuil. Et là, ce mec est fort. Ce mec est très, très fort. Attendons de voir le résultat. Parce que tu Voilà. sais, il y en a plein à qui on a fait extrêmement confiance. Tu sais très bien, Louis, on en a déjà parlé, des mecs où on Josh a Trank. par exemple, je dis pas qu'ils ont le même talent, je vais pas les comparer, je Voilà. suis pas du tout, mais où tu te dis oui, ça va marcher, tu essaies de t'en convaincre, et non. Donc voilà, on va attendre le film. En tout cas, nous, on a vu un film fini, présenté, on a kiffé, hein, les gars, concrètement. En termes de réalisation, c'est une dinguerie pas possible. Et pourtant, c'est plein d'humilité, donc on n'est pas sur quelque Oui. chose de tape à l'œil gratuitement, de Il n'y a rien hey, de tu l'as vu gratuit. mon beau plan, tu l'as vu Oui, il n'y a mon rien plan de gratuit. Hein. séquence, voilà, il n'y a rien de gratuit, tout est justifié dans l'histoire, dans les personnages, ça leur donne une épaisseur, ça leur donne une vie, Et une c'est authenticité. l'attachement est immédiat, en fait. Hein. C'est-à-dire que, Eh ben, oui, tu prends rien que la scène, justement, où il mate King Kong sur le projecteur. La scène, ouais, elle est d'une tendresse, mais folle. Hein, tu vois, genre, c'est vrai. C'est c'est des tout moments rares doux, en fait, tout ouais. cotonneux, C'est vrai. tout mignonné, etc. Genre, c'est. Bon, quelque part, c'est genre un peu limite en mode ah, mais ils sont trop beaux, vas-y, Mais c'est pas pourquoi l'autre, voilà. ridicule. Mais non, il n'y a jamais, genre, Voilà. tu te dis jamais, oh, trop choupi, et tout. Non, jamais. Genre, c'est pas ça du tout. C'est juste un moment vraiment beau. Voilà, c'est un moment beau, affectif. Il suffit de pas grand-chose, tu vois. Bien Et les sûr, plans, très encore une simple. fois, sont jamais appuyés. On Mm, n'appuie pas sur le fait que, ben voilà, ils sont en train de s'enlacer parce que la mère va mieux pour une fois. Donc, il faut qu'ils s'enlacent, etc., etc. bien Non, sûr. c'est pas appuyé. On montre le film, on montre comment le gosse réagit au film. On montre comment la mère explique et transmet le film. Par quelle manière? C'est-à-dire ben, l'objet de son grand-père. Voilà, encore une fois, la Bien sûr, transmission. bien sûr. Donc, il y a L'héritage toujours en quelque fait. chose. Il y a toujours quelque chose d'humble, de pas facile, quelque chose de travaillé, quelque chose de tenté, une tentative. Donc, Mm. ben voilà, quoi. Pff, voilà, bon. Voilà, Euh, il nous a laissé notre driver presque sans voix et c'est compliqué. voilà, il y a pas de mots, j'ai pas les mots. J'ai plus les mots, tu vois. C'est un J'ai plus les film mots. qui met en PLS. Voilà. En Carrément. PLS émotive. Il n'y a Ouais, ah rien de oui, oui. négatif pour le coup. Tu as envie de t'as envie de te mettre sur le canapé avec Felicity Jones, mais sans lui Ah, sauter dessus, les gars, parce que je mais, vous vois venir.
Et c'est pas faux, et c'est pas faux. Pour une fois, je lui sauterai pas dessus. Pardon. Voilà. Bon, messieurs, on est en train de tourner autour des personnages. Est-ce que vous voulez pas qu'on aille là-dessus? Vu que tu le Ouais. proposes si gentiment. Et d'ailleurs, je te laisse la main, Liam, je t'en prie. Les personnages, tu peux aborder celui que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Fais ce que tu veux, Alors, sauf fou. ok. Alors pour commencer, juste Lewis McDougall, l'acteur principal. Waouh. Tu sens la sincérité. C'est pas le gamin Disney Channel, tu vois, qui surjoue comme Beaucoup. comme tu peux en trouver des milliers. Voilà, tu sens quelque chose en lui. Tu sens vraiment que c'est qu'il y a son personnage. Et en même temps, c'est encore un autre truc à rajouter à Bayona. Il sait diriger ses acteurs, il arrive à en tirer des émotions. Il arrive à trouver que Toby Kebbell, qui est un acteur que j'apprécie, mais qui se trouve plein de mauvais rôles. Des mauvais choix de carrière, il peut être effectivement. bon. Mais oui. Voilà, putain. Il est touchant, père. Tu sens le drame émotionnel qu'il y a derrière, tout comme tu sens dans Sigourney Weaver. Purée, Sigourney Weaver m'a jamais autant ému. Et pourtant, j'adore Sigourney Weaver. Je l'ai adoré dans Les Aliens, évidemment. Je l'ai moins apprécié dans son caméo inutile dans Ghostbusters. Mais c'est une excellente actrice, mais ça fait longtemps qu'elle m'avait plus ému comme ça dans un de ses rôles. Felicity Jones, j'étais resté assez mitigé sur Rogue One. Pas mauvaise, mais Pas grand-chose pour exceptionnellement s'exprimer, hein, cool. ça c'est sûr aussi. Hein. Voilà, mais dedans, franchement, ça fonctionne. Tu sens la vie derrière le personnage. T'as pas l'impression que ce sont juste des personnages qui sont écrits et que ce sont des acteurs qui interprètent. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Et puis Liam Neeson, pour déjà ce qu'il implique par rapport à la photographie et donc par rapport à la fin, la personnification de la perte, tu perds dans le monstre. Et encore une fois, même ce type, il peut ne pas apparaître à l'écran, il n'a juste qu'à parler et il est génial. Juste, vous voyez le film Lego, il arrivait à être exceptionnel en jouant un rôle qui aurait pu être ridicule. Et là, dedans, il prouve. Il n'a plus rien à prouver, c'est Liam Neeson. Déjà, il s'appelle Liam, c'est un signe de qualité. Et il est fort, ce Liam, quand même. Voilà. Et c'est exceptionnel. Franchement, des acteurs tous super. Et je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Tu es convaincu à 500% par le casting et la gestion d'acteurs de Bayona, au final. Voilà. Je me permets de résumer, hein, rien de méchant, je ne te viens pas en aide, hein, tu t'en sors très bien. Mais voilà, en gros, c'est que tu es convaincu, il n'y a pas un personnage qui pour toi est en trop ou qui joue mal au final. Il s'exprime pas très bien. Voilà, déjà, ils s'apportent chacun une thématique, donc il n'y en a aucun qui paraît vraiment inutile en soi. Et oui, effectivement, ils sont tous très bien interprétés, c'est ça le truc, tu sens leur sincérité. Si jamais... C'est également l'un des problèmes avec ce genre de film. Si jamais il y en avait un qui aurait été moins bon, on aurait pu le remarquer directement. Mais là, le niveau est tellement haut, le niveau d'interprétation est tellement haut que tu te dis, putain, ils sont tous excellents. Après, t'as des personnages qui sont bien foutus aussi, ça aide. Hein. Oui, mais même, tu te dis, tu peux tomber sur tes films où tu aimes bien tes personnages et tu te dis, celui-ci, il est moins bien écrit, celui-ci, il est un petit peu inutile. Mais là, ils sont tous Déjà, ils sont tous leur utilité et ils sont tous super bien interprétés. T'as pas un qui joue mal, t'as pas le gamin qui joue moins bien et que t'as envie de baffer. T'as juste envie de le prendre dans les bras et de pleurer avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, vas-y. Ouais, moi je suis totalement d'accord. Alors déjà, oui, Lewis McDougall, gros espoir, jeune acteur écossais. Donc pas sous pas sous les atteintes d'un système hollywoodien qui pourrait le choper pour le rentabiliser. Déjà, ça, c'est intéressant. Et puis, le mec est, je crois, l'un des meilleurs choix de casting possibles. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en VO. Et c'est typiquement vraiment la phrase d'intro. C'est-à-dire que c'est vraiment un gosse qui est trop jeune,
qui est trop jeune pour être adulte, mais qui est trop vieux pour être un gosse. C'est ça. Au niveau de sa voix, c'est exactement ça. Tout est juste. Le mec paraît jamais en surjeu. Et dans la fameuse séquence où justement où j'ai vu toute la salle s'effondrer dans un cimetière, voilà, la séquence dans le cimetière. Ah oui, oui, on n'en a pas parlé tellement, mais Ouais, pourtant elle est évidente, hein, celle-ci. Hein. et cette séquence est évidente et absolument déchirante. Oui. Et le gosse reste dans un stade de maturité assez fou. C'est-à-dire que il arrive à s'imposer face à une énorme créature face à lui, en même temps à écrire sa propre histoire et se démarquer du film et en même temps donner une puissance émotionnelle folle. Mhm. Non, vraiment, genre l'un des meilleurs choix de casting, l'un des espoirs futurs peut-être au cinéma britannique. Hein, on sait À jamais, suivre peut-être s'il fait les bons choix, mais en tout cas, c'est ce voilà, qu'on lui souhaite avec une peut-être prestation comme celle-ci. voilà, des acteurs un peu britanniques, voilà, des acteurs un peu britanniques qui peuvent sortir du lot et tenter des trucs, hein, voilà. Mhm. Donc ensuite, ben, tout ce qui est second rôle qui pivote autour, bon ben Felicity Jones, on a on a Bay, on a ma Bay. Donc c'est vraiment une actrice qui m'a vraiment ému dans ce film. Alors que bon, bah, dans Rogue One, c'est vrai qu'elle est restée un peu mutique. C'est Je le dirais rôle que qui veut ça, voilà, et puis le film c'est le s'appelle rôle qui Rogue voulait One ça. aussi, tu vois, Voilà, donc il y a le une rôle équipe. qui voulait Ouais. ça, le personnage qui voulait ça, mais tu vois que elle variait pas non plus tellement elle variait pas tellement ses émotions. Alors que là, ben, t'as de tout, quoi. T'as vraiment la joie, la gaieté, le désespoir, la maturité de faire face à son fils. Par Beaucoup de exemple, fierté aussi, hein, je trouve. ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, la scène où elle s'effondre quand la grand-mère et le gosse sont dans la cuisine, Oui, et que c'est le oui, gosse qui sauve sa mère ouais. en donnant le médicament, et la mère qui, en fait, doit rester digne face à son fils. Elle s'effondre pas, elle essaye de bien rester en vie, etc. Et en même temps, quand elle doit lui expliquer que ben, elle doit partir, Ouais. il n'y a pas une larme qui coule. Elle reste Elle digne, elle reste reste, forte et digne, ouais. elle ne veut pas, elle veut vraiment pas se dévisager devant son fils. C'est quelque chose de fou, quoi, tu vois. Et là, vraiment, elle m'a bluffé. Donc, si elle pouvait répéter ce genre de rôle, je valide. Voilà, je Qu'on valide. lui Parce que donne des rôles comme ça aussi, elle est voilà, capable de le faire. Bon, elle est après, capable de le faire. Hein. c'est loin d'être Parce une mauvaise que, actrice à la base, hein, mais parce que même, effectivement, tu vois, mon aversion un peu ouais. pour le film que j'avais dit, là, Une merveilleuse histoire du temps, bah, était largement contrebalancée par sa performance que je trouvais justement très très juste. Oui, oui, Avec une effectivement, je nomination Oscar confirme. bien méritée, tu vois. Et Je donc, du coup, confirme. bah, je pense que ce genre de rôle pourrait l'amener très haut. Tu vois, genre, si elle travaille sur ce genre de rôle, je pense que ça pourrait lui amener très haut. Après, elle a réussi là maintenant à être bankable grâce à Rogue One. On espère que, bah, je pense. Parce que bon, elle n'a pas de projet vraiment pour la suite, en fait. Hein. Elle n'a pas vraiment de projet pour la Oh, suite. on s'inquiète pas trop pour elle, ça va venir. Voilà. Le téléphone va sonner. On sait très bien que voilà, on va lui proposer quelque chose dans les jours qui suivent, tu vois. Voilà, genre, il y a aucun souci avec ça, tu vois. Surtout que bon, bah, elle devient peut-être voilà, une nouvelle figure. Et après, tu prends les autres seconds rôles, il y a aussi un acteur dont on n'a pas parlé. C'est l'acteur qui jouait bon, bah, dans les 4 Fantastiques. Voilà, c'est Toby Kebbell. C'est Liam en Toby a Kebbell parlé. qui joue donc du coup le mari de Felicity Jones, c'est le père de Lewis McDougall qui n'est pas là. Voilà, un personnage qui n'est pas là. Il vit aux États-unis. Voilà, qui vit aux États-Unis parce que le Il film a se quitté la déroule, mer le film se quand le déroule petit était plutôt jeune. voilà, le film se déroule en Grande-Bretagne. Du Mhm. coup, tu vois, il y a vraiment aussi une force dans ce personnage. Là où en fait on pourrait s'arrêter à bon, bah, en fait, c'est un père qui n'assume pas. Clairement, parce que voilà, hein, on pourrait très bien dire, bon, bah, en fait, c'est le père qui n'assume pas Il y a un peu à de la ça fois aussi. qui n'assume pas l'éducation de son enfant face à une mère face à sa femme qui meurt littéralement, voilà. Mhm. Son épouse meurt alors que bon, concrètement ils sont super jeunes, hein, ils ont à peine une trentaine, tu vois, une petite trentaine, tu vois. Et le mec réussit aussi à être charismatique, il réussit Ouais. à être, à rester pas stoïque, mais à rester sobre dans son jeu, à pas Digne. en faire trop, digne, très digne. Mhm.
quelque chose de très spirituel, très beau. Voilà. C'est-à-dire que il y a des complicités, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a un déchirement affectif, Et il le dit, hein, de d'ailleurs. Hein. pas pouvoir voir son fils pendant longtemps et de voir son fils le rejeter à moitié. Il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans et Toby Kebbell pour moi est donc un peu pas du tout mis en avant et c'est un peu dommage, mais c'est vrai que il est extrêmement bon. Après, ben, C'est le quatrième ouais, personnage, voire le voilà, c'est cinquième ça. après le monstre quand même, parce que tu as quand même la mère, le fils, logique, la Ouais, ouais. grand-mère, le monstre, c'est un Le personnage, monstre, hein, n'ayons c'est pas peur. un. Hein. Et lui, il Voilà. arrive un peu après quand même. Enfin, après, t'as bah, voilà, Sigourney Weaver qui, en fait, n'avait pas eu un rôle aussi marquant depuis bien longtemps, je pense. Avatar peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que bon, elle peut très bien faire des seconds rôles, genre dans Chappie, mais c'est pas un rôle Oui, marquant, tu vois, voilà. Là, ouais, Avatar était, je pense, son dernier rôle aussi marquant. Et là, bah, marquant parce que le film aussi techniquement était oui, quelque voilà. chose de révolutionnaire en son temps, forcément. Ça En l'est tant toujours d'ailleurs. que film marquant par l'émotion qu'il dégage, c'est rare de voir cette actrice-là arriver à transmettre une telle émotion et un tel charisme, entre guillemets, parce que bon, bah, quand elle est là, elle est présente, hein, on la ressent. Ah, tu peux pas la louper. En Tu plus, elle vois, est censée tu la être la ressens. grand-mère qui Voilà. fait peur aux petits. C'est Donc ça, forcément, il faut qu'elle soit impressionnante. Et quelle femme badass. La première fois c'est qu'on ça. l'a vue, je pense pour la plupart, c'est avec sa petite culotte en train de défoncer des aliens. Donc Voilà, forcément, évidemment. dans le sens Et charismatique, elle est là, quoi. voilà, elle est dans le sens femme forte Oui, et femme puissante, guerrière, quoi. elle en tient un bon niveau. Et après, ben, le personnage du monstre, qui bon, bah, est un personnage absolument formidable pour moi dans toute la mythologie qu'il suggère. Mhm. Par exemple, on pense souvent aux gens de fer hein, dans le film, Oui, notamment dans la relation que tu peux avoir avec l'enfant. Mais en oui, même oui, oui. temps, tu sais très bien, tu sens très bien il y a des multiples interprétations possibles dessus. À la fois parce que bah, tu as la photo du grand-père, bah, c'est Liam Neeson. Mhm. Tu as le fait que bah, ça peut être une création psychique, purement psychique de Connor pour faire sa propre L'acceptation de sa voilà, douleur et de la voilà, douleur de sa pour mère. s'aider lui-même, en fait, voilà, Mhm. s'aider à vivre cette L'inconscient qui situation, vient le tu vois. soigner, C'est peut-être. ça. Et donc, cette figure du monstre, voilà, il y a l'épisode de Beats J'allais en parler, de effectivement. Rafik Djumi qui s'appelle My Monster et qui en parle parfaitement. Voilà, qui en parle parfaitement. Et donc, du coup, C'est c'est un celui dont on va épisode qui est parler. sorti le 11 janvier. Si vous avez l'occasion, de toute Voilà. façon, Beat, c'est une excellente chaîne qu'il faut suivre. Absolument, vraiment. On peut Il n'y a que le pas conseiller, mais je de. pense que vous êtes Voilà. nombreux à la regarder. Oui, Beat, c'est le rapport au monstre. La vidéo dure une dizaine de minutes. C'est juste hallucinant d'informations et c'est vraiment un bonus, comme je dis souvent, qui peut vraiment s'inclure à ce film Mm. dont on parle, hein, le quelques minutes après minuit. Si vous l'enchaînez avec le petit beat derrière, ça va vous donner une certaine épaisseur à tout ça, un supplément d'information qui n'est pas négligeable. Et oui, c'est toujours qualitatif beat, mais Et celui-ci particulièrement. une petite interview de En 5-6 plus, minutes de Monsieur Juan Antonio Bayona, puisque la team de Beats, qui aussi fait partie de nos ciné, ouais. est un très grand fan donc, de tout ce qui est cinéma presque hispanique, c'est-à-dire Et il y a de quoi. De Guillermo del Toro à Iñárritu, à Cuarón, à bah, du coup maintenant Bayona. Et donc, du coup, ben, voilà, on vous conseille, je pense que tout le monde pourra valider, on vous conseille cette émission. Voilà, ça peut être un bon plus, une bonne clé d'interprétation On est et bah, d'accord. toujours un point intéressant pour analyser un film. Voilà, donc, en vrai, au niveau de ces personnages, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour quelques minutes après minuit parce que ça rentre complètement dans des thématiques de conte, en fait. Mais en même C'est temps, ça, hein, c'est il y a ça. Hein. toujours une réinterprétation, un ajout particulier qui fait que ben, Une patte tout personnelle. s'agence bien. Voilà, tout Mhm. s'agence parfaitement. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Et c'est le but du conte. Hein. Le conte n'est pas là, est là pour nous émerveiller, mais là aussi pour nous faire prendre conscience d'une difficulté qu'on va affronter, de la fatalité de celle-ci et surtout de comment mieux la gérer. Parce qu'il y a quand même des contes, Exactement. les gars, on est d'accord, qui sont complètement horribles. Le petit poussé, c'est quand même ses parents qui l'abandonnent, par Oui, exemple. voilà. Voilà, donc, et on comprend parce qu'ils sont pauvres.
même si c'est un peu bizarre comme histoire, mais dans l'idée, c'est horrible. Ben là, c'est à peu près la même chose. Tout l'aspect sexuel, tu potisses un peu en rouge. Voilà, Aussi, ce sont des leçons, c'est une morale. Après tout, le cinéma, c'est quoi? C'est l'expression qui nous permet donc de nous raconter actuellement des histoires. Mais avant, on faisait comment? On faisait des histoires comme on pouvait, qu'ils étaient faciles peut-être à raconter, mais aussi à comprendre avec une morale. Et je pense que ce film a vraiment une morale pour moi, hein. Pas une morale qui est là pour te dire, ouh, la vie, elle est dure, tu le sais, mais la vie, elle est dure, il va falloir l'accepter, il va falloir avancer, il va falloir trouver les bonnes choses de celle-ci, il va falloir accepter beaucoup de choses, il va falloir se montrer digne, et les personnages le sont énormément, je trouve. L'écriture des personnages, il n'y a pas ce pathos, ce larmoyant dont tu parlais, Louis, au début du débat. C'est juste magnifique. Ce gamin est un concentré d'empathie, mais puissance 10 000, enfin, c'est immédiat, j'ai vu sa tête, c'était moi, j'étais à sa place, je vivais l'expérience du truc, et c'est assez rare, il a quelque chose dans le corps, vous savez, quand on est un peu plus jeune adolescent, qu'on a un petit corps un peu difforme qui tient à peine debout, qu'on tient son sac, qu'on peut être un petit peu victimisé parfois, ou qu'on peut se dire on est un peu autiste dans son monde. Enfin, vous voyez un peu tout ce rapport-là, on l'a plus ou moins connu, peut-être pas personnellement, mais autour de nous, il y a quelque chose d'authentique, alors que c'est un récit qui inclut beaucoup de fantastique par un monstre. Moi, je le trouve magnifique, ce monstre. Il est effrayant au possible, mais tu as envie d'aller vers lui. C'est un peu ce que ressent le personnage, d'ailleurs, j'ai l'impression. Il a peur de lui, mais il a quand même envie de l'affronter. Il a quand même envie de se frotter à lui, de comprendre. Il est curieux des histoires qu'il va lui raconter, quoi. Et ça, c'est beau, c'est vraiment bien fait, quoi. Maxime, on a beaucoup parlé, on t'a peut-être un peu pris un peu peut-être des idées que tu voulais exprimer, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les personnages à ton niveau? Comment tu l'as ressenti tout ça? Bah écoute, je vois que vous avez été vraiment emballé par les performances. Après, moi, comme je dis, c'est dans ce genre de film où ça joue beaucoup sur les émotions, c'est très dramatique. Tu as justement les émotions, elles passent beaucoup par le langage, et du coup par la voix des interprètes. Et vu que j'ai la VF qui m'a un peu gêné, je me sens pas forcément légitime à juger, mais de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça juste, mais après ça va dans l'optique justement du développement des personnages que je trouve très bon. Mais voilà, je trouve pas ça extraordinaire. Lewis McDougall, il fait un bon premier rôle. Après, Felicity Jones, c'est sûr que je préfère ça à Rogue C'est One, pas difficile. c'est sûr. Et puis, ouais, non, globalement, je trouvais ça plutôt bon, mais je suis pas emballé, quoi. Genre, j'ai déjà vu nettement mieux. Mais c'est juste, et c'est le principe. Oui, voilà, t'as pas senti un côté faux, un côté peu naturel là-dedans, quoi. Non, non, globalement, Il te faut la VO, je pense, c'est peut-être. Pour magnifique. confirmer Ouais, peut-être le fait que ça ne te touche pas. Après tout, pourquoi pas? Je veux dire, hein, l'émotion, c'est très personnel. On ressent pas les choses de la même façon. tu vois, ça me déçoit parce que The Impossible, c'est vraiment un film qui m'a retourné, mais tu peux pas savoir. The Impossible, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur film catastrophe que j'ai vu de ma vie. En même temps, c'est sûr que c'est pas les mêmes films que Roland Emmerich ou je ne sais quoi. C'est pas le même Mais sens du catastrophe, on est d'accord. voilà, tout est maîtrisé. Et du coup, après, c'est peut-être parce que j'avais des attentes, mais énorme. Pour moi, Bayona, Oui. c'est quelqu'un qui compte beaucoup et je suis impatient de voir ce qu'il fera après. Mais bon, comme tu dis, c'est un film, je prendrai un peu du recul, je découvrirai en VF et puis bon. Tant De ça toute se façon, confirmera, tant tu vas avoir quelque chose d'encore plus fort. Et si tu as déjà kiffé le film voilà. aujourd'hui, alors j'ose imaginer plus tard, quoi. Mais de toute façon, un avis n'est jamais définitif. Et heureusement. Est-ce que quelqu'un parmi vous trois veut rajouter quelque chose sur les personnages? Liam Neeson est un dieu. J'ai cru qu'il allait s'arrêter à Liam. Non. On connaît Les Liam, on sont sait que. presque tous parfaits. Voilà, Presque. voilà. Surtout celui qui vient régulièrement chez nous, qui vit à la table ronde et qui enchaîne les films avec plaisir et ça nous fait plaisir. Maintenant, je fais les tables rondes en pyjama, tranquillement. Oui, comme moi je l'ai vu passer nu. Un matin, je l'ai vu passer nu devant la table ronde. Je fais OK, Liam, au KLM, tu es chez toi. Bon, allez, on va se mettre sur la dernière partie. J'espère que vous avez révisé. Je sais qu'il y en a qui ont révisé, n'est-ce pas, Liam?
La musique. J'entends une douce mélodie. Parlez-nous un peu de cette BO. Maxime, tu t'es peut-être moins exprimé sur les personnages. J'aimerais que tu commences sur la musique. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Bah justement, la musique, c'est aussi un des gros points forts du film. C'est une musique qui arrive aussi bien à créer un peu ce côté intrigant, un peu. On sent le monstre arriver au début, ça joue un peu sur des tonalités un peu plus faibles, où ça se rapproche un peu de celle de l'orphelinat, et on a des compositions un peu plus lyriques pour les moments, ou oniriques pour justement les moments un peu d'émerveillement, ou aussi justement de crise intérieure. Sur ce point-là, elle m'a ému. C'est vrai, s'il y a bien un truc qui m'a ému dans ce film, plus que les interprétations des acteurs, c'est la musique. Parce qu'elle est de Fernando Velázquez, qui a déjà composé les autres C'est le compositeur attitré, effectivement. compositeurs de Bayona. Donc, de toute façon, il suit la même logique. C'est au moins 80% de son équipe technique, c'est la même que celle des autres films. C'est bien. On sent que les deux, ils savent travailler ensemble, ils savent créer des situations, et justement une musique qui accompagne justement les réalisations de Bayona, et justement qui, sur des gros plans, peut vraiment à ce moment-là te créer des émotions. Et puis, je voulais revenir aussi par rapport à The Impossible. Il y en a beaucoup qui disent que justement cette musique un peu... il y en a, ils disent, bon, c'est les violons, c'est larmoyant, mais moi, je suis désolé, une musique qui est belle, elle te fait pleurer, ça n'a rien à voir qu'elle soit larmoyante, que ça tombe dans le pathos. Si une musique te fait pleurer, c'est qu'elle est efficace. Et bien ici, mission accomplie, oui. Visiblement, elle a fait pleurer pas mal de monde, donc pour moi, désolé, c'est une bonne musique qui accompagne bien le film, et il est à surveiller, ce Fernando Velázquez. Ne t'excuse surtout pas. Tu as totalement raison. Vous êtes d'accord avec Maxime, messieurs, ou pas? Totalement. Oui. J'ai pas grand chose à rajouter, j'ai pas envie de m'imposer, mais vraiment. Tu oui. peux, Louis, à s'imposer à la table ronde. Vas-y, si t'as envie de parler, Non, tu parles. franchement, Velasquez, il arrive à saisir une émotion vive sans qu'elle soit trop, en fait, trop forcée. Ce qui est souvent le cas avec une musique qui peut être poussive. Moi, Surtout dans le drame, en fait. Surtout Voilà, dans le domaine du drame, il ouais. y a des drames où en fait la musique parfois ça participe au degré de pathos, hein, c'est presque involontaire même parfois. C'est ce genre de petit détail qui peut te faire tilter ou te faire sortir C'est d'une vrai. scène. Et là par contre je suis complètement conquis largement avec les musiques du conte qui mixent épique, fantastique, et en même temps à un degré très réaliste et très fataliste, sans être larmoyant, C'est ça. pour la situation en temps réel. Donc voilà, encore une fois, PLS total, tout ça, voilà. Louis reste en position latérale de sécurité. Il change de côté de temps en temps, mais il aime bien. Il ne veut pas trop se faire mal à l'épaule, alors il change de côté, mais il Voilà. reste bien en PLS, quoi. Mais ouais, Ce PLS, ça ferait plaisir à Quentin. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais c'est Le pas les problème, mêmes d'ailleurs. PLS. Les siennes, elles font un peu plus mal aux fesses, quand même. là, c'est pas la PLS du cul, voilà, c'est la Ouais, PLS. ouais. C'est la PLS du cerveau, de C'est l'émotion. ça. C'est ça. On est d'accord. C'est des joues coulent sur mes larmes, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Liam, toi, la musique, qu'est-ce que tu veux rajouter, apporter ou confirmer, peut-être? Juste confirmer qu'effectivement, cette musique est magnifique. Que même les moments sans musique, je pense à ce moment de silence qui arrive lors du cimetière, ça fonctionne aussi. Oui. Tout l'aspect sonore est aussi bien géré que l'aspect visuel. Et voilà, pour revenir vraiment à la BO, c'est sublime. Et je peux... Vous avez tout dit, les mecs. C'est sympa pour moi. Moi, je passe après, je peux tout faire. Ils ont raison. Eh oui, bah écoute, on confirme, on ne peut faire que ça. Moi, je vais confirmer ce que tu dis, Liam, parce que tu as l'impression de ne pas avoir dit grand-chose, mais non, tu as dit quelque chose qui pour moi est plus qu'important. L'ambiance sonore du film, tu parlais des silences
Là où, comme tu disais, Louis, on va peut-être en faire trop sur la musique, Bayona n'hésite pas un seul instant à couper la musique, à couper le son, à l'étouffer pour laisser ce gamin dire ce qu'il a à dire, s'exprimer, balancer sa colère, sa rage, sa tristesse de la manière la plus naturelle possible. Et c'est juste parfait de se dire à ce moment-là, ben, je mets rien. Et ça pourrait être très vide, et ça pourrait être non cinématographique au final. Ben, si ça marche, c'est sincère, authentique, humble, encore une fois, le monstre, les craquements de bois qui te donnent une impression de force, mais également de fragilité. Waouh! Moi, j'étais même plus sensible au bruit qu'à la musique, qui est géniale, qui est un bonheur à redécouvrir après le visionnage, qui te donne les larmes comme le film. Mais cette ambiance sonore, elle est magnifique à tous les niveaux. Surtout le bois, on le brise, le coup de crayon qu'on appuie, qui va faire ce bruit qu'on aime tous, je pense, le bruit du crayon à papier ou du crayon de bois, selon comment vous dites. C'est comme un chocolatine et pas au chocolat cette affaire. Oui, là, mais dans l'idée, vous m'avez compris. Voilà, moi je trouve ça juste parfait. La voix de Liam Neeson, j'ai pu écouter en VO, elle est, oui, largement mieux que la VF, même si la VF est magnifique aussi. C'est la voix grave qui est imposante, qui fait peur, mais qui rassure à la fois, une espèce de figure paternelle. Ouais, ça marche, c'est juste magnifique. Le gamin qui crie même en VF, pour moi, ça marche. Je suis moins sensible et je comprends ce que tu dis, Maxime, pour le côté moins authentique, même si j'avoue que ça marche. Alors, j'ose imaginer face à la VO, je crois que je me serais mis devant la salle en train de chialer comme une fille, une fillette pour être précis, pour pas avoir de problème. Mais vous m'avez compris, voilà, c'est tout ce travail et cette humilité de se dire, je suis pas obligé de mettre de la musique et des sons. Le côté aussi autiste de cet enfant qui se réfugie dans un monde qui lui permet un petit peu d'oublier tout ça par l'art, etc., etc., et qui va pas entendre ses copains se moquer de lui ou l'agresser, qui va volontairement de rester dans un truc assez opaque, même au niveau des sons. Je trouve que c'est très beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais, c'est... En plus de la BO, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans l'ambiance sonore qui va totalement dans l'esprit du film, la volonté d'avoir fait cette histoire, cette réalisation, ce travail des personnages. Enfin, ouais, c'est, tu vois, tu écris une phrase, tu mets un point, ben, la musique et l'ambiance sonore, c'est un point d'exclamation, mais magnifique, quoi, tu vois. C'est vraiment ce qui permet au film, encore une fois, d'aller dans sa démarche émotionnelle, sans la surémotion, sans la sous-émotion, et je trouve que c'est juste parfait à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Ou est-ce qu'on sort les mouchoirs et on va vers la note? Bon, bah, moi, moi, je pense que je vais aller vers la note pour arrêter ma PLS nocturne. Là. Allez, lève-toi, assis-toi. Louis, vas-y. Je t'en prie, attaquons les notes. On commence par toi. Alors, Tu attends, je bois un connais... verre d'eau. Vas-y. Un Ah bah oui. chocolat chaud, un cookie Voilà. pour se rassurer. Voilà. Un Putain, petit on n'a peu pas ouverture. fait de blague sur ton nom, c'est toi qui le fais, ça c'est magnifique. Voilà. Il est tellement en bon. PLS qu'il se met encore plus en PLS. Vas-y, Ouais, bah oui. petite bah, conclusion avec sa petite note, je t'en prie. grosse PLS. Quelques minutes après minuit, pour moi, c'est vraiment pour moi le premier, j'espère, l'un des nombreux chefs-d'œuvre de cette année. Voilà. Un film qui m'a bouleversé, qui m'a retourné complètement. Justesse incroyable, esthétique lumineuse, digne successeur de grands esthètes. On pense à Del Toro, on pense à plein de cinéastes hispaniques. Des thèmes, un réalisateur qui transcende des thématiques qui sont simples mais difficiles du fait de leur caractère très grave. Du coup, au final, un film qui ne cède jamais à la facilité, qui prend le temps de développer absolument toutes ses thématiques, tous ses personnages, etc. Voilà, une émotion constante sans être appuyée, ni larmoyante, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai à dire de négatif sur ce film? Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai à dire de négatif, tu vois? J'ai vraiment rien. Du coup, allez, on va faire le petit fifou. On est au début d'année, c'est la bonne année. Allez, on va mettre 20 sur 20. Voilà. Oh là 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 là. Putain. Oh là là, mais moi, mon cœur, il tiendra pas en 2017 avec ces notes-là. Je vous le dis tout de suite, c'est bon, quoi. Non, mais tu as raison. Tu as été clair dans ton explication. Donc, on commence l'année. La première note de l'année pour le premier film qu'on traite, elle est de 20, elle est de Louis. Liam. Oh, c'est beau.
Alors, j'avais une phrase que j'ai sortie au moment où je suis sorti du film. C'est que Premier Contact, pour moi, qui était le meilleur film de 2016, ça a été un extase cinématographique. C'est que tu sens l'amour dedans, tu sens vraiment la sincérité. Et ben, quelques minutes après minuit, c'est une étreinte cinématographique. C'est un câlin. C'est vraiment le film qui a du cœur et dont tu sens battre. C'est beau. Et je vais aussi un truc, et ce n'est pas une critique contre le monsieur, mais quand on voit Durantal pleurer devant Lucie, moi c'est devant quelques minutes après minuit. C'est pas une critique contre lui, je n'essaie pas d'attaquer, mais quand il dit que lui veut réaliser ce genre de film comme quelques minutes après minuit, ce genre de film qui met ses spectateurs en PLS, qui les bouleverse et qui les marque encore après le film, alors je vais être bien plus sévère que Louis. Je ne vais mettre qu'un 19,5. Putain, la série. Désolé. Quelle série? Putain, c'est sévère pour 2017. Bon, bah, t'as 19,5. Ah oui, Bon, bah, Non, mais tu feras mieux la de toute prochaine façon, fois, mec. Hein. Je crois qu'on est Non, mais de toute façon, je peux toujours trop. Enfin, je préfère côté trop que trop bas. Et je pense vraiment que Bayona mérite ça. Je Premier crois film qu'on de va devenir de 2017. gros fragiles en 2017. J'ai l'impression, hein, les gars. Bah, pourtant, Poutine, Trump, élection Ah bah là, française. voilà, bah, c'est notre petite fragilité à nous, là, voilà. Je pense 2017 que oui, en PLS. je pense qu'on va pas être bien armé pour tout ça avec vous là. Hein. Maxime, à ton niveau, qu'est-ce que tu as pour nous? Est-ce qu'on confirme la fragilité ou il y a du poil au menton là, un petit peu? Bon, bah, moi, j'aime toujours bien un peu faire le chieur sur le scénario. Bon, je suis toujours un peu pointilleux. Donc, forcément, il y a 2-3 petits trucs qui vont faire que je vais pas mettre un 20 ou quoi. Tu mets surtout la note que tu veux, hein, tu le sais. Bah oui, mais c'est surtout aussi que le film est passé après Nocturnal Animals, que ça, pour le coup, c'était vraiment une claque. Et même si j'ai été un peu déçu, mais le film répond quand même à mes attentes et je m'attendais pas à si bon non plus. Donc, en fait, c'est compliqué de noter à ce jour. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ces 3 films, Bayona prouve déjà qu'il fait partie des grands pour moi. Pour moi, il fait partie des grands metteurs en scène. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire, même si Jurassic World, bon, ça me fait un peu chier qu'il aille là-dedans, mais bon, je comprends en même temps. Si ça lui qu'il y a permet pas de financer quelques projets ça. par la suite, c'est pas con. Et voilà, il va pas rester Voilà. dans ses productions indépendantes Eh oui. ou peut-être un peu plus espagnol toute sa vie. Mais bon, voilà, donc on va voir ce qu'il va donner. Monster Cause, parce que ce titre, c'est un film magnifique, touchant pour beaucoup de monde, peut-être un peu moins pour moi, mais je vais quand même lui mettre un 17 sur 20. Bon, ça va. Bouh, que 17. Parce que je ne peux pas nier la force de ce film et surtout la maîtrise dont fait preuve Bayona. Tu t'es bien expliqué, on a clairement compris ton message. Je le trouve d'une cohérence, et d'ailleurs, je trouve la cohérence de vos notes, je l'accepte, même si je vais être difficile, encore une fois. Vous me connaissez, c'est très dur pour moi de mettre une bonne note, mais il y a rien. C'est pas un manque d'humilité, en tout cas. Contrairement à ce que fait Bayona, lui, il a compris ce que c'était l'humilité. J'essaie de faire à peu près pareil. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai fini l'année avec Passengers. Je la commence avec quelques minutes après minuit. Je peux te dire que là, on passe quand même sur quelque chose. Voilà quoi. Hein, et j'étais préparé à accueillir dans les meilleures conditions ce film, et ce fut le cas. Ouais, c'est riche de tout. C'est riche de bonnes idées de réalisation, une histoire avec une psychologie de personnage qui est juste ahurissante, parce que je pense que j'ai pas tout saisi, parce que il faut, je pense, du vécu, des visionnages du film pour vraiment bien le comprendre. En termes de psychanalyse, ça doit être un truc de fou ce film. En tout cas, moi j'ai adoré, je confirme. Ouais, ouais, tu commences l'année comme ça, bah, t'es motivé pour tout 2017 en matière de cinéma. Je risque d'être déçu, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai kiffé ce film et je vais lui mettre la note. Logiquement, mes meilleures notes, c'est 16. Et ben, je vais rajouter un 1,5. Pourquoi? Parce que ça m'a donné envie de chialer, que j'étais à 2 doigts. Et si ça m'a percuté comme ça, c'est que vraiment, c'était bien foutu en termes d'émotion. Donc, c'est un 16,5 pour moi. C'est la meilleure note que je mets à la table ronde. Parce que j'ai envie d'être généreux un peu en 2017. Putain, merde.
Soyons fragiles, allez. Ouais, et puis voilà, il faut, voilà, on Et c'est parle mérité. beaucoup. C'est mérité. Exactement, on parle beaucoup d'Hollywood, on critique, c'est beaucoup d'argent, mais on y va, hein, les gars, quand même, hein, on va pas Oui, non voilà. plus se mentir. Mais voilà, quand on a quelque chose de bien foutu, qui va au fond de ses idées sans nous prendre de haut, qui développe plein de choses et on en a parlé avec des perceptions différentes, des points d'accord, avec une sensibilité parce qu'on n'a pas du tout la même vie et tout, mais pourtant on a compris les mêmes choses, on a senti des choses et ça c'est le plus important. Donc je dirais pas que c'est la table ronde de la fragilité, mais de l'émotion juste. Ouais. Et ce film l'est totalement. Voilà. Et si C'est vous bien n'êtes pas d'accord, c'est très simple, moi je vous envoie Schwarzenegger. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur quelques minutes après minuit. Merci messieurs d'être venus pour cette première table ronde de 2017. Avec un putain de bon film, hein. On va que confirmer ces propos-là, je pense. Oui. Merci Louis, Avec- merci d'être venu. Merci à vous, tous. Merci Voilà. Liam, encore une Toujours fois. un plaisir. J'aime Et squatter merci. la chaîne, donc Oui, on a capté. Hein. D'ailleurs, on a du courrier. T'as reçu tes impôts aussi. Je sais pas pourquoi t'es domicilié même en termes d'impôts chez nous. Va falloir qu'on en discute. Merci aussi Maxime, merci à toi d'être venu. C'est toujours bien de t'avoir. Tu es nuancé, tempéré, tu amènes des choses nouvelles et c'est super intéressant. Ça permet aussi de pas tomber dans l'éloge facile et ça c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui tempère un peu tout ça. Je te remercie pour cela. Eh ben, écoutez les amis, on va se diriger vers une prochaine table ronde. N'oubliez pas, hein, vous avez écouté le débat, n'hésitez pas à nous faire retour déjà sur l'émission si elle vous plaît, s'il y a des choses à améliorer. Sur le film, est-ce qu'il vous a plu? Qu'est-ce que vous avez aimé? Peut-être des sujets qu'on a oubliés aussi, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et surtout, si vous avez retenu une petite phrase du débat qui vous semble assez marquante et représentative de l'ambiance du débat, encore une fois, et du film, n'hésitez pas à la balancer. On se fera un plaisir de vous mettre un peu en valeur sur la page Facebook que vous pouvez rejoindre. Hein. Petite pub en passant. Et en attendant, on va se dire à bientôt. Le prochain film dont on va parler, là aussi, c'est des sujets lourds. Ça sera Birth of a Nation, c'est ça? Birth of Nation, je ne sais plus exactement le titre, mais vous m'aurez compris. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est lourd aussi. Est-ce que c'est aussi bien mené? On va voir, on va en discuter tous ensemble. N'hésitez pas à continuer à nous suivre et à nous faire vos retours. C'est super important. Merci messieurs, à bientôt. Au plaisir de discuter avec vous sur une prochaine table ronde. Bonne chose. Au plaisir, voilà. Et on se dit à bientôt. Salut, salut. Ciao, Bonsoir. ciao. Salut. En fait, c'est aussi la table ronde des mouchoirs. Sauf que c'est pas pour Felicity Jones, c'est pour nous. Voilà, on va rester sage pour le coup. Et bonne année pour le mec qui tombera sur cette vidéo en plein mois d'août. Et la bonne année. Et bon boudin.